pareil, je la retape totalement, nickel, petite maison de chambre, il n'y avait pas d'extérieur. Donc j'avais acheté 70 000, je fais 20 000 euros de travaux, je l'envoie 150. Je lui donne la maison, il rentre dedans, je la récupère 1 an plus tard, j'avais plus de nouvelles du gars, il répondait plus. Donc il me payait plus les 2 derniers mois, ils m'ont plus payé, moi je crois qu'il était mort. Je rentre dedans, il avait fait une plantation, tout le monde. J'arrive devant le gars et tout, je lui montre et tout, il me dit ouais non, les empassements de parking à l'arrière on veut pas. Et franchement les balcons, c'est vraiment laid. Et je le regarde, je dis bah ouais c'est vraiment laid, ouais. Je prends mon téléphone et je dis ceux-là. Et c'est ceux de la commune qu'ils ont fait avec exactement les mêmes balcons. Là forcément la tête elle a changé quoi. Il reste encore 2-3 choses à faire, mais ils sont rentrés dedans. Il a payé les 2 premiers mois, puis après j'ai plus jamais eu 1 euro. Et du coup en plus de ça ils m'ont saccagé l'immeuble. C'était les premiers locataires dedans quoi. Quand il a vu que j'allais l'expulser, il a pris un avocat et il a stipulé que le bâtiment n'était pas vivable quand il est rentré dedans. Salut Ismaël, merci de venir justement sur le podcast et venir partager ton parcours. Avec plaisir, merci pour l'invitation déjà, c'est cool. Merci à toi. C'est toujours cool. Bah écoute, voilà, moi c'est Isma, j'ai 28 ans. Ça fait maintenant 10 ans que je vends des maisons, parce que j'ai commencé à 18 ans. Évidemment, quand j'avais 18 ans, là, je travaillais pour quelqu'un, je faisais mes stages, tu vois, dans une agence immobilière. Et puis après, dès que j'ai terminé mes études, j'avais 22 ans quand j'ai créé Skyima. Ok. Voilà. 22-23 ans plus ou moins quand j'ai commencé Skyima, enfin quand j'ai créé Skyima. On va arriver à la 5e année là justement de mon entreprise. Ouais. Ok, et t'as commencé dans l'IMO, tu savais que tu voulais faire ça ou bah écoute, t'as fait d'autres parcours avant? Non, en fait moi j'ai terminé les secondaires, j'ai galéré d'ailleurs parce que j'avais raté 3 fois la dernière année. Et puis après, je savais pas quoi faire en fait. Je savais bien que je voulais vendre quelque chose, mais je savais pas quoi. Et puis vraiment, les maisons, je trouvais ça stylé en fait. Puis je me disais pourquoi pas. Et puis c'est de là. Puis après, je me suis vraiment pris vite au jeu en fait. Je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui m'animait totalement en fait. Tu vois, c'était vraiment fait pour moi entre guillemets. Et c'est comme ça que je suis arrivé à la conclusion de vendre des maisons quoi. Et quand t'as commencé justement dans l'agence, t'as fait directement vente ou t'as fait location? Non, moi que de la vente, de la location. C'est quelque chose que je fais très peu, tu vois. C'est pas quelque chose que j'aime. Ça me parle pas quoi. On en parle. La vente, c'est incroyable. Vous en faites avec Skyimo? De quoi, de la location? Ouais, on a aussi forcément dans le portefeuille, on va dire aller sur 400 biens qu'on gère, il y en a 20 en location, voilà, 20-30 en location, mais tout le reste c'est de la vente. Okay. Pour 2 choses, forcément, bon, la vente c'est quelque chose qui est beaucoup plus rentable, tu vois, au niveau des commissions, etc. Une agence immobilière veut vraiment à partir de ça, des commissions de vente. La location, il faut en faire vraiment beaucoup, c'est beaucoup de prise de tête, il faut gérer les locataires, etc. Bon voilà, c'est quelque chose d'assez délicat, on va dire, et c'est moins kiffant, on va dire, que de vendre des bâtiments, quoi. Ça c'est sûr. Complètement, ouais. Ça n'a rien à voir. C'est bien. C'est une activité que tu as commencé directement comme indépendant ou tu es salarié? Non, moi j'étais juste stagiaire en fait. J'ai fait les 3 ans de stage parce qu'en fait pour finaliser le cursus en tant qu'agent immobilier, tu vois, pendant 3 ans, moi j'ai fait l'IFA-PME, je sais pas si en Bruxelles, je crois l'équivalent c'est l'EFP ou... C'est l'INFAC à l'époque et maintenant c'est IFA-PME aussi. Ah, voilà. Il y a les deux, il y a EFP aussi. Donc en gros moi j'ai fait les cours du soir en fait. J'avais 2 soirées par semaine et le reste j'étais déjà en agence comme stagiaire quoi. Et puis une fois que j'ai terminé les 3 ans, tu passes tous les autres examens, l'IPI, etc. Et dès que j'ai terminé mon stage, je me suis directement mis... à ton compte. Ouais. Jamais été employé. Après stagiaire, quand t'es stagiaire 3 ans, c'est un peu la même chose. Parce que je travaillais tous les jours, samedi, dimanche. Après, c'est un métier où, même si t'es employé, t'es plus un indépendant qu'autre chose, quoi. Parce que c'est toi qui vas chercher les affaires, c'est toi qui les vends, c'est toi qui dois faire des affaires et qui doit. T'es l'intermédiaire, quoi. Samedi, dimanche, y a pas vraiment de salariat, quoi, tu vois. Au plus t'es proactif, au plus tu rentres. Donc, c'est aussi simple que ça. Y a pas vraiment de limite, quoi. Ok. Et Skyimo, maintenant, c'est quoi les chiffres? Donc l'année ici qu'on va être clôturée, 2 millions d'euros. Ah mais je parlais, intéressant, mais aussi chiffres de manière générale, nombre d'employés, nombre de biens que vous rentrez. On est 23, 22 employés et moi. Et on rentre une 50aine, 60aine de biens par mois, qui rentrent dans le portefeuille de biens. Et on en vend une 50aine par mois. Plus ou moins, hein. T'as ouvert une agence il n'y a pas longtemps, une deuxième, c'est ça? Exactement. Donc j'en avais la première qui était basée à Sora. Après, je sais pas si vous connaissez, vous, Sora, parce que c'est le tiers-monde peut-être pour vous. C'est un peu Gotham City, quoi. J'aime bien de l'appeler comme ça. Mais donc il y a Sora. Et puis il y a Anse qui est plus, on va dire, Liège, quoi. Plus proche vraiment du centre, il y a peut-être à 5-6 minutes du centre-ville de Liège, et où là, c'est vraiment une toute autre zone. Mais les 2 bureaux au final sont qu'à 10-15 minutes, mais Liège n'est pas très grand, quoi. Donc forcément, t'as vite fait le tour, quoi, tu vois. Et pour ceux qui connaissent pas, qui écoutent mais qui connaissent pas, si vous alliez justement sur Liège et que vous entendez Skyimo, vous allez regarder les seuls bâtiments à vendre, le 3/4, c'est vrai que... Normalement, il devrait tomber sur le petit bonhomme, là. Il y en a partout. Partout. Ça, c'est ma marque. Ça a vraiment explosé, enfin... Ouais, franchement, ouais. Mais ça a été beaucoup... Ouais, en fait, ça a été les 2... Allez, après 3 ans, c'est la 3e année où on a vraiment bien explosé. La première année, j'étais tout seul, je crois que j'avais fait 200 000 de chiffres. Deuxième année, il me semble, 300-400 000. Et puis la 3e année, là, j'ai frôlé le 1 million, je pense. Et c'est la 3e année où ça a vraiment pris... parce que c'est là où j'ai eu assez de liquidité aussi pour investir en communication de manière plus précise et sur les employés. Ouais, constituer l'équipe, etc., quoi.
Et puis aussi, les personnes qui étaient dans l'équipe depuis la première ou la deuxième année, il a fallu le temps de les former parce que les premiers étaient des stagiaires, j'avais pas d'argent pour engager des employés. Et puis après 2 ans, ils arrivent à une maturité au niveau du travail et où ils arrivent à exploser. Donc forcément, le chiffre de l'un plus l'autre, etc., tout réuni, c'est là où on a commencé à faire du chiffre. Ouais, c'est exponentiel. Hein. Mais ouais. Tu vas voir cette année peut-être. On croise aussi pour toi. Et du coup, vu que t'es, pour le moment, même si on parle un petit peu passé, mais dans le futur, tu t'envisages d'aller en dehors de Liège ou pas? Ouais, j'ai déjà eu des propositions ici à Bruxelles de personnes qui voulaient ouvrir des franchises. Ok. Mais c'est pas encore mis en place, donc du coup, je préfère attendre. Il faut vraiment que ce soit carré avant de lancer éventuellement ce projet-là ou d'ouvrir d'autres villes. Ok. Parce que si on ouvre, en général, moi, quand je l'ouvre bien ou je le fais pas. Quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Ça veut dire que si on vient à Bruxelles, c'est vraiment pour faire un peu ce qu'on a fait à Liège et vraiment être présent. Quoi. Imposé, ouais. Ça m'intéresse pas d'être à Liège pour avoir 20, 30 biens, alors je préfère rester. Si on vient à Bruxelles, c'est vraiment pour créer quelque chose. Quoi. Mais à terme, c'est ce qui va arriver. L'étranger ou pas dans le futur? Pour le moment, il y a une petite filiale, mais c'est vraiment très petit à Marrakech. Pour le moment, voilà. À Dubaï, on a un collaborateur. C'est pas ma société, c'est pas quelque chose de. C'est plus un intermédiaire et une collaboration qu'on a avec une agence là-bas. Mais je veux dire, ce qui se profile le plus précisément, c'est Marrakech actuellement. Où là, ça va être vraiment certainement un SkyMo qui sera ouvert place de Marrakech. Quoi. Officiellement, quoi. Ouais. Là, on y travaille, quoi. Tu vas pouvoir parler un peu du Maroc aussi. Ouais. Avant ça, on va d'abord parler du marché parce que Liège, évidemment, pour ceux qui connaissent pas, évidemment, c'est beaucoup moins cher. Il y a énormément d'opportunités par rapport à Bruxelles. Quoique Bruxelles, il y en a aussi, mais bon, c'est pas du tout le même rapport qualité-prix. Liège, par rapport à d'autres villes, c'est vrai que c'est impressionnant. Il y a une énorme plus-value à se faire que d'autres, justement. À Charleroi, tout le monde investit. Enfin, en tout cas, à l'époque, c'était vraiment très tendance, mais quand tu vois au final, c'est sûr que le revenu minimum est hyper intéressant, mais après, quand tu veux revendre ton bien, tu fais pas beaucoup de plus-value. Non, je parle à Charleroi. Ah, Charleroi. Que Liège. Ouais, en fait, Liège, moi, par exemple, j'ai énormément de clients bruxellois. Énormément. La plupart des gens qui achètent des immeubles de rapport, maisons à retaper dans l'investissement pur, pas pour y habiter forcément. J'ai beaucoup de Bruxellois qui achètent et bon, moi j'aime beaucoup les Bruxellois parce que vous avez un peu plus d'argent que les Liégeois et donc du coup en général on clôture assez bien et assez vite. Le Bruxellois est beaucoup plus réveillé, mais il est beaucoup plus actif et réactif, voilà, on va dire ça, que le reste du pays, on va dire ça comme ça, quoi. Okay. Après les Flamands, je ne sais pas trop, j'ai jamais vraiment collaboré avec eux parce que déjà je ne parle pas néerlandais, donc j'ai déjà un peu cette barrière là. Un autre marché. Ouais, c'est un tout autre marché à mon avis, c'est même une autre mentalité forcément, mais les Bruxellois ça passe toujours très 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 bien. Et donc oui, à Liège pour moi c'est le top, quoi. Que ce soit pour faire les investissements, que ce soit pour y habiter aussi, parce que bon voilà, moi ici, t'as vu aujourd'hui, pour venir c'était une galère, rouler ici c'est une galère, à Liège tu fais le tour de la ville en 20 minutes, quoi, tu vois, donc c'est pas mal. Alors il y a aussi de temps en temps des embouteillages, mais dans l'ensemble, tu sais, avoir des biens un peu partout dans la région sans que ça te prenne 1 heure pour aller de l'un à l'autre, quoi. Et donc ça c'est toujours bien pour le suivi de chantier, pour acheter tout court, pour aller visiter, etc. Et le marché il est vraiment bon. Moi ça fait 10 ans que je travaille sur ce secteur-là, j'ai jamais eu de soucis, je me suis jamais dit tiens le marché est moins bon, etc. Il y a eu juste un moment donné là où les taux avaient fort augmenté, où là on vendait un peu moins parce que les taux hypothécaires avaient fortement augmenté, mais dans l'ensemble ça reste très bon, quoi. Et au final la crise Covid, tu l'as appréhendé comment? Moi j'ai ouvert pendant le Covid, hein. En plein Covid j'ai ouvert. Super. Et alors moi je me souviens, je ne peux plus me référer donc je peux le dire, c'est que pendant le Covid j'étais le seul qui travaillait en fait comme agent. Moi je venais d'ouvrir en fait, je venais de créer Sky. Peut-être c'était à l'arrêt, je me souviens, on pouvait plus signer de contrat, on pouvait plus faire de visites, etc. Pendant un moment donné, il y avait plus de... On pouvait plus sortir de chez soi, quoi, en gros. Mais moi ce que je faisais c'est que j'allais quand même chez tout le monde, donc chez les gens qui vendaient leur maison, et je me battais pour signer les contrats. Puis après quand on a ouvert, quand on a pu recommencer à travailler, les autres agences, elles recommençaient à faire leur portefeuille. Et moi, d'un coup, j'ai sorti 80 dossiers sur moi tout de suite. On m'a vu très visible alors que je commençais. Et ça a été le petit coup de poker. Là. Ça a été le petit coup de poker qui a lancé ça et le Bitmoji. Ça, c'est en premier lieu le Bitmoji. Ça a été vraiment la marque. Je suis trop heureux d'avoir eu cette idée. Mais après, évidemment, Covid a eu aussi ce petit effet. Ouais, tout le monde sait. Enfin, on a une petite anecdote là-dessus. À un moment, on cherchait à investir sur Liège. Donc, on avait fait des petits flyers qu'on avait balancés dans les boîtes aux lettres. Et tu as une dame qui nous a contactés et qu'on voulait aller voir. Mais quand on va la voir, elle dit il y a quelques minutes, il y a SkyMo qui est passé à côté. Ils m'ont dit que je vendais plus cher. Et donc, on l'a eu dans l'os comme ça. D'entrée de jeu. C'est acté, on peut plus rien faire. Ça s'est pas passé une fois, mais bien 2-3 fois. C'est vrai. Moi, dans l'équipe, j'ai quelques petits lots. Qui lâcheraient. C'est vrai que nous, bon, les personnes nous engagent pour vendre plus cher, forcément. C'est notre métier. Je veux dire qu'il y a deux aspects. Tu as les agents immobiliers très classiques qui vont te dire... oui, le client veut que tout se passe bien, que tout soit fait dans les règles, etc., que tout soit dans les normes et que ça se vende. Et voilà. Mais la réalité, c'est que les gens veulent juste avoir le plus de leur maison, ce qui est compréhensible parce qu'au final, il y en a, c'est leur seul bien immobilier, etc. Et ils t'engagent concrètement. Eux, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est que tu vendes le bâtiment le plus cher possible. C'est comme ça. Et donc, moi, je me qualifierais pas d'agent immobilier réellement. Moi, je me qualifie vraiment de pur commercial, quelqu'un qui sait vendre et qui sait vendre au plus cher, quoi.
C'est ce qui fait aussi ma différence dans la manière de voir, dans la manière de réfléchir plutôt, et comment est-ce que j'éduque aussi mes collaborateurs, quoi. Et on est tous dans le même mindset parce que les produits, chez Skyimo, il n'y a pas de produits externes. Ça veut dire qu'ils ont tous été formés chez moi. Donc, ils ont tous la même vision que moi. Ils sont vraiment, c'est des purs produits Sky, comme j'appelle. Ça. Et donc, c'est terrible, quoi. Parce que, en fait, le peu de fois où j'ai eu quelqu'un d'externe à la structure, que j'ai pu avoir d'une autre agence ou quoi, ça n'a jamais fonctionné. Parce que y a une certaine méthodologie et aussi comment on appelle ça, une rigueur, une rigueur de ma part qui peut pas être, ça peut pas être fait pour tout le monde. Faut qu'il soit formaté dès le départ. Et en fait, il y a une dynamique qui doit être mise en place directement dans l'état d'esprit, en fait. Avant toute autre chose, avant même qu'ils sachent vendre, avant même qu'ils sachent c'est quoi un cadastre, c'est d'abord le dynamisme et l'énergie qui doit fluctuer dans leur tête. Et puis après, tu sais bien travailler, quoi. Ouais, au final, peu importe l'expérience, si tu vois qu'il est volontaire, tu le formes par la suite, quoi. La formation, l'expérience, c'est du fake. Dans notre métier, je parle. Ça vient sur le c'est tas, du fake. C'est surcoté de fou. Si tu as un agent immobilier qui est déterminé, qui est prêt à faire les contacts, même le samedi, le dimanche, aller faire visiter, appeler des gens, leur proposer le bien, etc. Après, évidemment, ce qui est bien chez moi, c'est qu'il y a un encadrement juridique qui gère tout ce qui est documentation, compromis de vente, etc. C'est des personnes, par contre, qui forcément, eux, sont experts. Et donc, du coup, toute la partie commerciale peut être déléguée. Et alors, du coup, le commercial n'a pas forcément besoin d'avoir 10 ans d'expérience, mais il doit avoir la niaque, quoi. C'est pour moi le plus important, quoi. C'est pour ça que je les prends vraiment au berceau, quoi. Ça se voit de toute façon avec tes posts sur les réseaux, on voit que ton personnel il est épanoui, ils sont même proactifs parfois et ça change la donne par rapport à d'autres agences immobilières qui font poster un bien et puis voilà, c'est en vente à tel prix. C'est ça. Je pense que tu avais déjà eu contact avec Mahmoud, tu m'avais dit, écris-lui ce soir à 21h, il va te répondre. Direct, hein, tu verras. C'est ça qui est terrible chez moi, c'est qu'il n'y a pas d'horaire aussi chez moi, de parenthèse. À part juste les secrétaires, parce qu'il faut bien répondre au téléphone de telle heure à une telle heure. La community aussi qui a un horaire. Tout le reste, je sais pas quand ils commencent, je sais pas quand ils terminent. Il n'y a pas d'horaire, ils ont une réunion avec moi par semaine et les responsables commerciaux. Mais tout le reste, ils font leur live, quoi. Et donc, du coup, en étant un peu, donnant un peu une responsabilité, mais aussi une confiance qui est mutuelle, j'ai par exemple, moi, jamais eu, comme je te disais, jamais eu de certificat médical, jamais eu des choses comme ça, quoi. Tout le monde kiffe et tout le monde fait son travail. Et puis après, c'est les résultats qui parlent. Je sais plus où on en était parce que du coup, moi, je suis parti de tout, mais je sais plus où on en était. Découvrir, hein, donc non, c'est top. Et le prix du marché, du coup, pour ceux qui connaissent pas, tu peux expliquer un petit peu sur Liège, c'est quoi une fourchette de prix pour un appart ou une maison? Quand je forme un peu quelqu'un à acheter un bien immobilier, je lui dis toujours de regarder le bien d'abord totalement rénové. Combien il coûte dans la zone. Parce que c'est de là où, évidemment, quand tu fais un investissement, si tu veux faire un investissement réussi, on est d'accord, il faut acheter quelque chose qui est à retaper, quelque chose que personne ne veut, faire les travaux soi-même, se prendre la tête avec les cours de métier, puis c'est comme ça. Donc du coup, c'est impossible d'expliquer à quelqu'un, il faut du temps pour connaître le marché, pour savoir dans telle rue, dans tel quartier, combien coûte un bâtiment, etc. Et tu peux pas non plus trop te baser sur le prix au mètre carré parce qu'il fluctue trop. En fonction de, tu sais, si le bien, je sais pas, j'invente, tu le homestage. Tu mets des plantes, tu fais des belles couleurs, tu mets une belle cuisine, etc. Il va valoir beaucoup plus que la vraie valeur. Donc oui, tu as une valeur d'expertise. Moi, je dis toujours, tu as une valeur d'expertise, à se baser du bâtiment et l'endroit. Mais après, tu as la valeur de vente qui est tout autre. Et la valeur de vente, c'est sur ça vraiment que tout investisseur doit se baser, mais c'est très difficile quand tu n'as pas d'expérience. Moi, je l'ai parce qu'à force de vendre, à force de voir, à force de... Mais ce n'est que comme ça que je connais réellement le prix du marché d'une manière plus précise qu'une expertise. Mais donc, du coup, par exemple, prenons le cas de Seraing que je connais vraiment par cœur. La ville de Seraing, un bâtiment entièrement rénové, 3 chambres avec jardin. Quelque chose de classique. Donc tu rentres, hall d'entrée, salon, salle à manger, cuisine qui donne sur un extérieur, donc sur une terrasse. Premier étage, 2 chambres, salle de bain. Et puis encore dans le grenier, en général, une chambre. Tu tournes entre plus ou moins 230 et 240 000 euros quand c'est totalement rénové. De là, forcément, tu réduis, par rapport à la maison que tu dois aller voir, les travaux qu'il y a à prévoir. Parce que ça, tu sais le faire. Tu sais faire un devis qui détermine le prix des travaux. Et puis simplement, quand tu vas aller voir ta maison à Seraing à tel prix, si tu vois que, j'avance, tu achètes 70 000 pour 80 000 euros de travaux, tu arrives à 150 000, tu sais que tu vas la vendre 2,35. Entre 2,30 et 2,40. Avec Skyimo. Avec Skyimo, évidemment. Sinon, la magie fonctionne. Au plus cher, au mieux, évidemment. Voilà. Tu l'as dit. Mais ça, c'est par exemple une idée que tu peux transmettre à quelqu'un qui n'y connaît rien. Parce que si je devais être plus précis, alors là, c'est des semaines de formation, etc. C'est quelque chose de différent. Mais rien qu'avec cette petite technique-là, parce que de toute façon, tu vas toujours partir sur ce principe-là. Pour un premier investissement, pour quelqu'un qui veut se lancer dans les travaux, un achat réno, lui, ce qu'il veut savoir, c'est OK, si j'achète le bâtiment totalement retapé à ce prix-là, est-ce que je peux le revendre avec une plus-value? La seule chose que lui, il peut contrôler sans connaître, c'est les devis. Parce qu'il peut les faire et il saura quelle est la fourchette de travaux. Le prix d'achat, il le connaît parce qu'il est affiché. Il va faire une proposition à un montant. La seule chose qu'il ne sait pas, c'est le prix fini. Et donc, s'il veut réussir son investissement, sur Seraing, par exemple, et quand je dis Seraing, c'est Flémal, Grasselin, c'est tout ce qui est limitrophe, hein, à 10 km, on va dire, aux alentours de Seraing, eh bien, 2-3 chambres plus jardin, il faut toujours un extérieur, toujours. C'est 2,35. Mais entièrement rénové, nouvelle cuisine, nouvelle salle de bain, etc.
Et en général, une réno totale dans une maison qui est plus ou moins de 120, 130 mètres carrés, tu tournes à 70 000 euros en général de travaux. Mais comme ça, pour ceux qui écoutent ou qui regardent, justement, c'est important parce que, comme tu disais, il y a beaucoup de Bruxellois qui ont du cash et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils vont généralement un peu sur Liège. C'est parce que s'il te faut 300 350 000 pour un appart de chambre ici, tu viens là-bas. Ça n'existe pas, ça, 350. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu les vois. Exactement, ouais. Non, ça, c'est vrai que moi, par exemple, ça ne me viendrait pas l'idée de venir ici pour acheter. Ou alors, il faudrait vraiment me proposer un truc. Bah, déjà, de un, je le connais pas assez bien le marché ici à Bruxelles, mais surtout, je suis convaincu que je ferais mieux à Liège, quoi. Donc, voilà, de ce que j'entends. Et puis, c'est eux qui viennent à moi, c'est pas moi qui viens à Bruxelles. Donc, logiquement, c'est que pour les Bruxellois, c'est plus intéressant d'acheter à Liège. Mais Charleroi est une zone incroyable hein, pour investir. Hein. Je suis en train de me renseigner, mais apparemment, il y a beaucoup de... En fait, il y a beaucoup de turnover. Et en fait, les zones où il y a beaucoup de turnover, c'est que logiquement, il y a un marché qui se développe. Moi, je suis sûr que Charleroi, si je dois faire une agence, j'en ferai une aussi là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de turnover. Par exemple, Sera, aussi, pourquoi j'ai choisi cette zone-là, j'ai fait des recherches. Il y a par exemple 77 000 habitants à Sera, ce qui en fait une des plus grandes villes à Liège. Donc du coup, qui dit grande ville dit beaucoup de turnover. J'ai regardé un peu le type de maisons qui se vendaient là-bas. C'est les maisons entre 0 et 200 000 la plupart. Le plus gros du marché sereisien, c'est les maisons de 0, on comprend, entre 50 et 200 000 euros. Et forcément, ces maisons-là, c'est les maisons où il y a le plus d'acquéreurs aussi dans notre région. Parce que dans notre région, ils passent souvent par le crédit social, le fonds du logement, etc. Les crédits qui sont voilà, à faible taux, ou en tout cas, il y a des facilités pour avoir accès au crédit. Quoi. Voilà. Et donc, en réunissant ces deux données-là, bah, je me suis dit que c'était logique d'être à Sera, et puis ça a fonctionné. Quoi. Ce qui est un bon créneau aussi pour les achats-reventes. Hein. Parce que tu es sûr que quand tu vas rénover ton bien et que tu vas le mettre en vente sur le marché normal, au pire des cas, tu vas tomber sur un mec qui va faire du fonds du logement, qui a besoin de 4 mois, 5 mois pour avoir son crédit qui est fait. Et tu signes avec lui, tu es sûr que ça va passer. En fait, ce qui est bien avec le fonds du logement et tout, la famille nombreuse, ils prêtent comme ça. Quoi. Il y a un taux qui est plus bas. Donc, par exemple, le gars qui t'achète avec la famille nombreuse, bon, en général, c'est des gens qui ne sont pas non plus super éduqués financièrement. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, ceux qui achètent via famille nombreuse, bah, ils viennent de l'étranger, souvent, puis ils sont ici en Belgique depuis quelques temps, et c'est leur seule possibilité de faire un crédit. Eux, qu'ils achètent ta maison 180 et qu'ils l'achètent 190, ça ne change rien, parce que le taux est tellement bas que la mensualité, ça ne change rien. Complètement, ouais. C'est là où tu peux bien avoir tes bâtiments. C'est pour ça que les 3-4 chambres sont bien recherchées à retaper. Et voilà, et c'est pour ça que je dis toujours, il faut vraiment éviter de... C'est un indicatif, évidemment, le prix au mètre carré, mais il est hyper faussé. J'ai jamais vendu au prix au mètre carré, jamais. J'ai toujours vendu plus que le prix au mètre carré. Il y a juste pour les terrains, oui, ça, on se base sur un prix mètre carré, quand même assez fort. Les terrains. Et les immeubles de rapport, là, c'est plutôt la rentabilité qui va jouer. C'est pour ça que j'expliquais aussi sur une vidéo, j'avais fait une vidéo une fois où j'expliquais que moi, j'achète pas d'immeubles de rapport. Je les achète pas pour les revendre, etc. Sauf si c'est vraiment l'affaire du siècle. Mais sinon, moi, j'achète que des maisons. Parce qu'à la revente, c'est une vente qui n'est pas cohérente, en fait, justement. Ça veut dire que quelqu'un qui achète une maison, c'est pour y habiter. Ouais. S'il a le coup de cœur, si sa tante habite à côté, etc., il va mettre 20, 30 000 peut-être de plus. Immeuble de rapport, c'est des investisseurs comme nous ici à table. Et nous, on a un Excel, on va calculer combien. Et si à un moment donné, on dépasse un certain pourcentage de rentabilité, on n'achète pas à point. Ouais, c'est pas le même public. Hein, ouais. C'est pas le même public, quoi. Et ça te permet de cadrer aussi toute ta rénovation. Quand tu le carrelage parce que c'est demandé et que tout le monde veut le carrelage effet marbre dans sa salle de bain, tu vas mettre ça partout. À l'heure actuelle, ce qui fonctionne très bien, par exemple pour les couleurs, tu peux l'effet parquet, donc carrelage effet parquet au sol, cuisine blanche avec les électros noirs, c'est fini. Elle reste pas une semaine, la maison. Elle reste pas une semaine, tu vois. Par exemple, voilà, ça c'est moi avec l'expérience et le fait de l'avoir fait énormément de fois, quoi. Quand tu achètes, ça part, quoi. Oui, tu vois tout de suite ce que les gens aiment bien, là où ils sont tous à l'affût sur quel type de maison, jusqu'à quel type de plan tu mets quand tu homestage la maison, quoi. Mais c'est sûr que l'immobilier, je pense que c'est vraiment le créneau où n'importe qui peut vraiment faire de l'argent. Mais vraiment n'importe qui, en essayant, en fait. Et au pire, il va retomber sur ses pattes. Parce que j'ai déjà raté des opérations. Hein. J'ai déjà raté des opérations où j'ai rien gagné. Je n'ai jamais perdu, mais il y a des fois où j'ai pas gagné. Et c'était dû à quoi, les travaux ou... Ouais, parce qu'en fait, quand tu fais de la réno, le problème, c'est que tu as des surprises. Souvent, les surprises les plus fréquentes, enfin, moi, à chaque fois, je me les ramasse. C'est l'égouttage. L'égouttage, tu ne le vois pas quand tu achètes. Ouais, en fait, tu te rends compte que l'égouttage, il est éclaté. Il faut tout refaire. Alors là, tu dois tout creuser, refaire tous les goutages. Là, tout de suite, tu as un coût qui est totalement différent. Et tu sais, parfois, tu as des petites rénos. Par exemple, moi, j'en avais acheté un, je crois que j'avais acheté 90 000. Il y avait 25 000 euros de travaux prévus. Et je devais le revendre 150. Donc, c'était un petit 30 000 euros de bénéfices. Bah, j'ai eu le problème de l'écoutage. Et puis, je sais plus quelle autre bêtise. Et au final, j'ai gagné que 8 000, quoi. En tout. Alors, voilà, c'est pas moi qui fais les travaux. Combien de temps de projet ? 7 mois, ouais. Entre le moment d'acheter, retaper, revendre. Parce que certains qui vont écouter vont se dire 7 000, 8 000, c'est peut-être pas mal, mais au final, sur 7 mois, avec les galères et tout, c'est rien du tout. Il faut pondérer aussi le temps, l'énergie que tu as mis dedans. Donc, si le dossier bancaire et tout le travail, c'est quelque chose. Et puis aussi le risque, parce que tu fais pas tout ça pour 8 000 euros, en fait. Toi qu'investisseur, tu ne le fais jamais pour 8 000 euros. Parce que suffit que ton tarif horaire, pour toi, pour ton propre métier, il soit de 100 balles de l'heure.
tu compares ça à tes 8 000 euros, avec le temps que tu as perdu dessus, ben, tu es en perte. Ouais, parce qu'en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que l'immobilier, c'est quelque chose de très, comment on appelle ça, qui prend beaucoup au niveau mental, psychologique. Et quand tu dois suivre un cours de métier qui ne fait pas son travail, que les châssis ne sont pas à la bonne taille, tu dois les recommander, que tu vois que tu payes des intérêts dans le vide parce que tu n'as pas vendu, et que tu traînes à cause d'autres personnes, ce n'est pas ta faute à toi, pour péter un câble. Et donc, il faut réussir à rester très zen par rapport à tout ça. Moi, pour ça, j'ai aucun problème avec ça. Alors, quelques joies. Non, moi, j'ai jamais de problème avec ça. Franchement, je suis quelqu'un de très, très chill. Pour moi, il n'y a que des solutions et jamais de problème dans la vie. Donc. Tout dépend de comment tu vas driver tes ouvriers, en fait. Hein. Exactement. Parce que si tu leur mets la pression tout le temps, ils vont foutre la merde. Mais ouais. Te calculer. C'est ça. Par contre, si t'es bien avec, tu les complimentes et que tu leur dis c'est bien ce que tu as fait ici, la prochaine fois, ben, il va anticiper tout simplement, il va travailler plus vite sur ton chantier parce qu'il aura envie de venir sur le chantier. Par contre, l'autre, il va se dire oh merde, j'ai encore. Celui-là, il m'emmerde. Ce carrelage comme ça, un triangle. Si tu lui dis au moins cher, il va dire tu sais quoi. Ouais, le moins cher, déjà, ça marche pas. Ça marche jamais. Complètement. Jamais. Le moins cher, c'est le bourbier que j'ai pu le plus expérimenter. Quoi. Ça, c'est cata. Mais après, voilà, moi, les premiers chantiers que j'avais fait, les 3 premiers chantiers que j'ai fait, je me suis fait rouler les 3. Les 3 premiers, j'ai perdu 20 000 euros à chaque fois, facilement, parce que j'ai dû refaire avec un autre corps de métier, ce que le premier avait fait, etc. J'ai perdu de l'argent, mais j'en ai quand même gagné dans la balance. Maintenant, plus. Maintenant, je me fais plus avoir, mais il a fallu passer par ça. Et s'il y a des personnes ici qui nous écoutent, tant pis. Il faut accepter que les 3-4 premières fois, vous allez perdre de l'argent. Et c'est comme ça. Mais après, forcément, vous allez connaître, comprendre, en fait, comment pense aussi un ouvrier. Au fur et à mesure, maintenant, je comprends comment il pense. Et je sais qu'il ne viendra pas pour 2 heures. Ouais. S'il dit qu'il vient à 16 h pour terminer là-dessus, il ne viendra jamais. Et donc, il vaut mieux driver la chose différemment, etc. Mais ça, encore une fois, c'est que de l'expérience. L'immobilier, ce n'est que ça au final. Du coup, voilà, tu as ta casquette professionnelle au niveau de l'immobilier. Et sur le côté, du coup, tu fais des investissements. C'est ça. Tu as commencé directement quand tu t'es lancé, quand tu étais tout jeune, ou non, il t'a fallu d'abord le temps? Non, en fait, d'abord, toute ma vie. Déjà, à 18 ans, quand j'ai commencé à travailler pour mon patron à l'époque, c'était que l'immobilier. Je faisais un chiffre de psychopathe à l'époque et je travaillais comme si c'était ma boîte. Et c'était que ça du non-stop. Je suis jamais sorti en soirée, moi. Je crois que la première fois que je sortais en soirée, c'était l'année passée, tu vois. Parce qu'avant ça, j'étais tellement focus qu'il n'y avait pas de débat d'autre que de travailler. Et donc, du coup, 18 à 20 heures, c'était pour mon patron. Mais forcément, moi, je prenais de l'expérience. Et surtout, je créais mon réseau. Voilà, c'est comme ça, un agent immobilier. Ce qui est bien quand tu es agent immobilier, c'est que tous les jours que tu fais, que tu travailles, chaque maison que tu vends, c'est exponentiel. Au fur et à mesure que tu vas vendre chaque année 50, 60 maisons, il va te recommander. Et puis, il y a une toile qui va se créer. À la différence de certains autres métiers où le matin, tu recommences tout. Quoi. Ouais, de zéro et c'est une chaîne sans fin. Donc du coup, pendant ces 3 ans-là, ça a été ça. Ça a été vraiment prendre de l'expérience et vendre un maximum de maisons. Surtout qu'en plus, à l'époque, je gagnais rien du tout. Mais tu le fais pour l'expérience, forcément. Pour apprendre et créer ton trou, faire ton trou. Quoi. Et puis ensuite, ça a été Skyimo. Skyimo, là, j'ai mis tout ce que j'avais. J'avais 5 000 euros. J'ai mis 5 000 euros, donc j'ai acheté un ordi, j'ai acheté un téléphone pour faire des stories, etc. J'en avais déjà un, mais il était pas ouf. Et pour faire les photos des maisons, forcément. Et puis au début, je travaillais de chez moi, de ma chambre. Donc c'était suffisant, parce qu'en tant qu'agent immobilier, tu as juste besoin d'une connexion Internet et puis d'aller chez les gens. Et puis voilà. Et donc, là, pendant 2-3 ans, ça a été que ça. Parce qu'au final, ça fait que 2 ans, en fait. Ça fait que 2 ans et demi maintenant que j'investis. Mais sur 2 ans et demi, j'ai investi plus que des gens sur 15 ans, parce que pendant les 2 premières années, d'abord, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils veulent investir de l'argent qu'ils n'ont pas. Alors qu'en réalité, la première chose à faire, c'est créer une vache à lait. Ça veut dire créer quelque chose qui te rapporte de l'argent et cet argent-là, ensuite, tu l'investis. Ouais, le moteur, il y en a qui font l'inverse, alors que c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut trouver un moyen d'abord de faire de l'argent et puis cet argent-là, tu l'investis. Voilà. Ceux qui sont salariés peuvent très bien trouver un travail après. Celui qui le veut vraiment, je parle. Il travaille aussi le week-end, il trouve un truc après journée, il fait quelque chose pour avoir. Et cet argent-là, après, il l'investit. Donc, moi, d'abord, ça a été la vache à lait. Skyimo, c'est de vraiment en faire quelque chose qui tourne à crever et qui ramène des sous. Puis cet argent-là, ensuite, sur 2 ans, j'ai rattrapé des gens qui avaient peut-être déjà acheté leur première maison à 18-19 ans, parce que sur 2 ans, j'en ai acheté, mais d'abord la vache à lait. Quoi. C'est important. Hein. Si tu brûles les étapes et que tu veux directement investir le premier immeuble de rapport, comme les gens tout le monde a envie d'avoir un immeuble de rapport. Hein. 300 000 euros, 400 000 euros. À Liège, je t'en trouve encore à 300 000, mais si c'est pour te bloquer dans ton développement par la suite parce que tu n'as pas le cash pour avoir de l'apport pour acheter autre chose, ça ne sert à rien. Donc, constituer quelque chose de solide qui va rester et ensuite dégager peut-être chaque année 50, 60 000. Tu vas prendre pour réinjecter dans l'IMO à côté. Quoi. C'est ça. Et en fait, là aussi, dans l'investissement, ce que les gens se trompent souvent, font l'erreur, c'est qu'ils ne calculent jamais la valeur de vente du bâtiment. Par exemple, j'en connais plein qui m'ont acheté des biens. Après, c'était leur kiff. Ils ont acheté des maisons qui étaient totalement retapées à 120 000 euros. C'est pas grand-chose à 120 000 euros. C'est une petite maison, 2 pièces, 3 pièces. C'est tout petit, mais à 120 000 euros, tu as quand même une maison avec 4-5 pièces, 5-6 pièces. Et donc, du coup, 120 000 euros, c'est rénové, ils vont la louer, je sais pas moi, 600 euros. Donc, ils me disent, voilà, moi, je suis content, mon investissement, ça se paye.
Ça se paye par la banque. Enfin, le crédit, pardon, se paye par le S'autofinance, locataire. ouais. Il s'autofinance. Quoi. Je dis OK, mais par exemple, il n'y a pas d'extérieur, tu ne sais pas agrandir, tu ne sais rien faire dans cet immeuble-là. En fait, il est arrivé à sa valeur maximum. La maison est arrivée à... Je lui dis OK, ouais, mais c'est quoi l'objectif de ton investissement? Il me dit, ça se paye et voilà. Donc, ça veut dire que tous les mois, il gagnerait. Donc en gros, ça se paye, mais il gagne rien du tout. Il prend tous les risques parce que quand tu es locataire, à tout moment, ça part en sucette. Et en plus de ça, 5 ans plus tard, donc après 5 ans, tu n'as plus de taxation sur la plus-value en Belgique sur les bâtiments que tu revends. Donc ce que tu vas revendre, c'est du net dans ta poche. Le bénéfice, quoi, entre le prix d'achat et le prix de revente, en gros. Mais là, il n'y a rien. Il n'y aura pas. Il aura acheté 120 000, il va peut-être le revendre 120 000. Et encore. Ouais. Et encore, tu vois. Et beaucoup de gens font l'erreur. Alors que moi, c'est pas ça que je regarde. Je regarde soit deux choses. Si j'achète et que je le mets en location, si je décide de le garder en location, c'est qu'il y a un minimum 350 € de cash flow. En payant tout, tous les mois, je gagne 300 à 350 € net. Ça, location. Si maintenant, ça se paye, mais que le bâtiment, il a une plus-value, je sais que quand je vais le revendre, je vais prendre 60-70, alors là... Ouais, tu fais abstraction du cash flow parce que tu sais qu'il y a une plus-value derrière. Quoi. Voilà. Ouais. Mais en général, si j'ai pas de cash flow, en général, il part direct. Ouais, je le garde pas. S'il y a un cash flow, je garde. Si c'est juste pour dire que ça se paye, etc., ça m'intéresse pas. Okay. Parce qu'en fait, plus tu gardes du cash flow à chaque fois, moins t'es jamais bloqué. Parce que ton taux d'endettement, tu sais toujours le gérer, quoi, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Et si t'as pas de cash flow, à un moment donné, la banque va dire ok, tu payes tout, mais t'as plus. Et puis surtout parce qu'avec l'expérience, la location, t'as toujours des problèmes. Et en réalité, ces 300 € là qui vont dormir un peu, c'est juste pour payer les trucs qui vont me tomber dessus parce que le locataire va abîmer telle ou telle chose ou des choses ainsi, quoi. L'objectif, c'est vraiment pendant 5 ans de rien mettre au moins de ma poche. Et 5 ans plus tard, après, chaque année, j'en vends 1 ou 2 d'immeubles. Et c'est là où je prends tous les mois, toutes les années, peut-être 100 000. Il y a parfois des ratios sur lesquels les gens ils se basent. Ils se disent si tu arrives à prendre 5 ans de loyer en une fois, il faut revendre tout de suite et prendre tes 5 ans de loyer parce que tu vas pouvoir reprendre cet apport-là et le balancer dans quelque chose peut-être plus solide, plus qualitatif que celui que tu avais avant. Donc, je ne sais pas si tu utilises ça, mais bon, moi, c'est plutôt ce que je regarde parfois sur des opérations. Je sais pas si toi tu fais comme ça, mais moi personnellement, il y a des bâtiments que, par exemple, ils sont trop bien. J'ai des immeubles, ils sont trop bien. Structure en béton, tout est nickel. C'est des bâtiments, j'ai envie de les garder, tu vois. Puis je sais bien qu'il y a des maisons, c'est un peu moins bien, c'est pas ouf. Ouais, ça t'as envie de dégager ça. Parce que je sais bien que ça va être problématique dans un moment, en fait. Dans un moment proche. Mais il y a des bâtiments que, par exemple, même si c'est pas la folie, ils sont nickel. Et donc, j'ai pas envie de le lâcher, quoi. Donc ça, c'est pour moi, tu dois avoir aussi la stade de l'investisseur et de te dire, celui-là, je le garde, celui-là, je le garde pas. Et c'est aussi à ton appréciation. C'est réel. Parce que moi, des immeubles, je mets pas un pied dedans, je les déteste. C'est juste qu'ils sont rentables. Mais je peux pas me les voir. Non, il y a des immeubles que je rentre pas dedans, quoi. J'ai pas mis un pied dedans depuis 4-5 ans. Parce que c'est vrai que le premier immeuble que j'avais acheté, c'était une petite affaire comme ça que j'avais eu. Mais j'ai acheté 35 000 €. Et j'ai fait les travaux il y a qu'un an, quoi. Immeuble? Enfin, une maison, ouais, c'est une maison. Je me dis sinon. C'est une petite maison, une pièce, quoi. Ok, ouais. Dans une impasse comme ça, mais bon, voilà, quoi. C'était aussi tout ce que j'avais gagné les 2 premières années de Skyimo, je les ai retapés dans mon comment. Enfin, j'avais fait, le comptable avait géré un peu certaines choses et j'ai pu acheter en privé pas mal de biens parce que je voulais absolument sécuriser l'avenir, en fait. Parce que tu sais jamais ce qui peut arriver avec la société, faillite, etc. Donc là, l'objectif, moi, c'était vraiment de pousser en privé. J'ai quasiment tout en privé actuellement parce que je voulais me sécuriser personnellement. Par rapport au business, quoi. Ne pas être dépendant de ma propre société, quoi. C'est ça que j'allais te demander, c'était quoi le ratio plus ou moins, si tu investissais également en pro, en pro, des achats-reventes voilà. et tout. Pro, c'est achat-revente. Privé, c'est location. Ouais, c'est ce que je garde. Ouais, c'est ça. Parce que de toute façon, en privé, tu ne sais pas faire d'achat-vente parce que très vite, tu vas être requalifié en professionnel. Surtout moi, dans mon cas où je suis professionnel de l'immobilier, pratiquement. C'est délicat, quoi. Par contre, mise en location, etc., il n'y a pas de souci. C'est entre guillemets un bon père de famille. Mais une fois que tu revends tes bâtiments, que là, ils arrivent, quoi. Et à voir si tu cash out. Parce qu'au final, exactement. On fait des investissements en immobilier pour sécuriser quelque part du cash pour ne pas perdre la valeur. Est-ce que ça a un sens à un moment donné où tu n'as que des loyers qui sont nets, tu n'as plus de crédit, de les revendre pour avoir du cash sur ton compte et avoir la même problématique de perdre l'argent? Donc, c'est encore un truc que j'espère me la poser. C'est moi je me poserai la question. Mais c'est vrai que tu sais pas, c'est fou. Hein. C'est tellement c'est mal fait. Tu sais pas, c'est une bonne question. À un moment donné, tu te dis... En fait, pour moi, je pense que tu vas vendre à un moment donné un immeuble que si tu en as nécessité, que si tu as besoin de cash, en fait. Ouais, tu vois? Et plus tard, si tu veux pas laisser... si tu veux vraiment profiter, arriver à un certain moment, quoi. Mais c'est vrai que c'est une question qui est... Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Comme tu dis, hein, c'est un peu comme des mini vaches à lait un peu partout. Hein. C'est sûr qu'à partir du moment où tu mets en banque, il faut que l'argent y tourne, sinon... Ouais. Donc, je veux dire que c'est vrai qu'après, tu sais, les immeubles comme ça, ouais, tu vends quand tu as besoin. Tu as besoin de 50, 60 000, tu as un autre truc à faire. Ou... Après, tu joues, quoi. Tu vois? Après, les Français, ils ont d'autres notions bancaires où ils sont déjà un peu plus loin qu'en Belgique parce que le produit n'existe pas en Belgique. Il y a une sorte de crédit qui s'appelle un crédit lombard. Où tu peux avoir, si tu veux, d'un patrimoine immobilier qui est net d'impôt, il n'y a pas de crédit dessus, que tu vas mettre en garantie à la banque et en échange, ils vont te donner la valeur de cette garantie sur ton compte. Donc c'est comme si, par exemple, tu as 5 millions d'immobilier,
tu vas leur demander une garantie, tu vas mettre en garantie 3 millions, ils vont te mettre à disposition 2 millions. 2 millions que tu peux claquer comme tu as envie. Mais eux, ils savent qu'ils ont une garantie de 3 millions là-dessus et qu'ils savent se rembourser quoi qu'il arrive. Et tu n'es pas obligé de passer par la casse revente, ce qui veut dire que ton bien, il continue de prendre de la valeur. Et tu loues. Et tu loues, voilà, c'est ça. Et tu gardes la rente. Mais ça il n'y a existe pas ça pas ici en encore. Belgique. Non, je pense pas. Ou alors c'est réservé à... L'élite. Je te souhaite de le découvrir. Ouais, ça veut dire que je suis pas encore dans l'élite, ça va pas. Non, mais en tout cas, c'est bien que tu aies parlé justement de cash flow positif parce que certains, justement, qui investissent dans l'IMO, ils se disent trop bien, j'ai du cash flow positif, ils le flambent. Et puis le jour où la chaudière pète ou n'importe quoi, ils se retrouvent sans rien. Et Ouais, il faut pas compter sur ça. pas justement. Non, que, ça marche pas, ça. Il faut jamais compter sur ton cash flow, en fait. C'est quelque chose de très fictif. Le cash flow, il est réellement là. En fait, tu ne gagnes pas sur les loyers pour moi. Tu gagnes vraiment sur la revente à un moment donné du bâtiment. C'est aussi simple que ça. Mais quand même, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il faut quand même se dire, tu achètes un immeuble, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui le paye, hein? Ça, c'est la folie. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. Et donc, du coup, si en plus, grâce au cash flow que tu arrives à gérer tous les petits risques, petits problèmes qu'il va y avoir au fur et à mesure du temps dans l'immeuble, tu n'as pas mis 1 euro dedans, 5 ans plus tard, quand tu vas aller chercher ton cachet, il y a 80-90 000 euros qui sont tombés du ciel, quoi. On se comprend quand je dis ça. Parce que c'est souvent ça, en plus, le montant. Je vois pas quel autre business, après je connais pas tout, je sais bien qu'il y a les montres, il y a plein de choses, mais je connais pas un autre business qui est accessible, parce que quand même en Belgique au niveau du crédit, etc., c'est quand même assez faisable, quand même beaucoup de monde qui peut avoir un crédit. Eh bien, je connais pas un autre truc comme ça qui est aussi, pour moi, simple, où tu peux vraiment faire de l'argent. Parce que tout le monde est apte à acheter. Surtout que tu peux l'hypothéquer, donc ça aussi c'est un truc tu peux pas faire avec d'autres business. Ouais, parce qu'après tu as l'effet de levier qui se crée facilement. Ouais. Par exemple, moi je mets plus 1 euro, jamais, dans aucun projet. C'est toujours un bien qui garantit l'autre bien, quoi, et ainsi de suite. Ouais, tu fais expertiser. Puis... C'est pour ça que la valeur, après travaux, ou en tout cas la valeur est importante, parce que du coup il y a du disponible, quoi. C'est ça que j'expliquais tout à l'heure, le gars qui a acheté 120 000, le bâtiment il vaut 120 000, il n'y a rien, et il est fini, tu vois. Eh ben là, tu peux aller à la banque, le mec il va dire il n'y a pas de disponible, tu peux pas... Mettre 50 000 pour apprendre notre projet. Hein. Ouais, voilà. Et donc là, les gens se bloquent alors du coup. Oui, ils ont un loyer qui tombe, qui paye la banque, donc ça se paye, ils perdent pas d'argent, mais ils en gagnent pas. Donc voilà, quoi. C'est en fait, à la rigueur, ceux qui font ça, ils mettent juste de l'argent de côté, quoi. Et c'est un placement, ils le sécurisent parce que du coup, par rapport à l'inflation, etc., ça va pas en négatif sur le compte. Mais c'est juste ça, quoi. Mais c'est dommage. C'est ce que tu peux faire quand t'as déjà un bon patrimoine et que t'as juste envie de placer. Tu sais que la plus-value, elle est pas énorme, mais bon, au moins, c'est de l'argent qui... C'est comme les gens aussi qui parlent de ça. Moi, j'ai plein de gens qui me demandent, acheter en Espagne, acheter à l'étranger, etc. Mais ils ont même pas acheté dans leur quartier. Tu vois? J'en ai plein comme ça, mais je dis, mais frérot, achète dans ton quartier déjà, apprends un peu le truc, réfléchis comme un investisseur et tout, et puis après, va dans la grande mer. Et puis les gens se rendent pas compte, on dit toujours que l'herbe n'est pas toujours forcément plus verte ailleurs. Hein. Moi, je trouve qu'à Belgique, elle est quand même plus que verte au niveau de notre secteur. C'est un peu le climat actuel un peu partout. Hein. Donc les gens ont un peu l'envie de brûler des étapes, si tu veux. Ils veulent directement le Saint Graal sans passer par les galères des petits biens, se constituer une expérience, et la majorité de ceux qui le font, ils se brûlent les ailes en essayant. Quoi. Je crois que ça, c'est à cause des réseaux sociaux. C'est ça, c'est exactement ça. Tout est facile là, sur les réseaux sociaux. Bah oui. Complètement. Et peut-être qu'il y en a qui s'imaginent certaines choses. Quoi. Mais même à l'heure actuelle, pour moi, j'ai pas encore gagné vraiment d'argent avec l'immobilier. Quoi. Ça va pas tarder une fois que je vais commencer à remettre en vente, quand je vais avoir les 5 ans qui sont passés pour chacun de mes immeubles et que chaque année, là, voilà. Mais à l'heure actuelle, c'est que je me prends que les galères. Quoi. Mais c'est pour ça qu'il faut créer une vache à lait, qu'il faut avoir un... Voilà. Qui permettent de le supporter. Et bien sûr, on parle bien d'un investissement, c'est pas de la magie, quoi. Mais il y en a beaucoup qui confondent complètement les deux, qui pensent. Mais ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui font rêver sur les réseaux et qui te disent tu seras millionnaire dans 5 ans, quoi. C'est un peu comme ceux qui veulent investir dans l'immobilier, mais qui n'ont aucune fibre entrepreneuriale. Pour moi, les deux sont liés, parce que si tu n'es pas un entrepreneur, tu peux pas gérer un parc immobilier. Impossible. Parce qu'il faut vraiment avoir le mindset de l'entrepreneur, c'est quoi concrètement? C'est quelqu'un qui fait beaucoup sans être sûr d'avoir quelque chose en retour, ça c'est déjà le premier point, et qui est totalement d'accord qu'il ne va pas dormir certaines nuits, qui est totalement OK avec le fait qu'il y aura beaucoup d'injustice, et qui est totalement d'accord avec le fait que les gens vont le rouler, etc., et qui va quand même avancer, et qui puis après, il va prendre sa balance, et qu'il y aura le plus et le moins, et qu'il espère être en plus. Quoi. Ouais. C'est ça. Et aussi problème-solution, quoi. Cette philosophie. Ça, c'est vraiment ma ligne directrice totale. Je crois que sur 5 ans d'entrepreneuriat pur, on va dire, parce qu'avant c'était pas à mon compte, si j'ai été 3 fois, on va dire abattu, on va dire ça comme ça, c'est beaucoup, quoi. Ça n'existe pas pour moi, c'est vraiment... Ça dure 20 minutes, quoi. Ouais. Et après tu te redresses et puis tu te dis bon, on est reparti, parce que de toute façon tu peux pas t'arrêter, donc tu continues. Quand quelqu'un me dit dans l'équipe où il y a ça comme souci, etc., il me regarde comme si c'était la fin du monde. Je dis ok, quelle est la solution? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est ça, c'est la phrase. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, est-ce qu'il y a ça à faire? Quand c'est quelque chose, il n'y a rien à faire, j'ai perdu de l'argent, je dois payer, c'est tout, on paye, allez, on passe au suivant. Il n'y a pas le choix, quoi. Si ça va rien changer, que tu te tapes... Tu te morfondes, ouais. Voilà.
Et c'est pareil du coup pour les employés, parce que beaucoup d'employeurs ne se rendent pas compte de deux choses. La première, c'est que si tu es employeur et que tu as des employés, les employés, ils ont décidé d'être employés. Toi, tu as décidé d'être employeur. Si eux sont employés, forcément, s'ils font des erreurs que toi, tu n'aurais pas fait, bah, c'est justement parce qu'ils sont employés qu'ils ne sont pas à ta place, sinon ils seraient à ta place. Ça, c'est le premier point. Il faut l'accepter, en fait. Il faut accepter que l'employé ne fera pas, à part quelques pépites, la même chose que toi, parce que c'est quand même pas leur entreprise, c'est quand même pas ton mindset à toi, encore une fois, parce que sinon, ils seraient à ta place, quoi. Donc ça, il faut l'accepter. Et alors, il faut aussi surtout se dire, moi, c'est quelque chose où, si tu les fais venir tous ici, ils te le diront, c'est rare que je sois négatif. Ça veut dire que sur ce qu'ils vont mal faire, je vais quasiment pas le voir. Je le vois, évidemment. Mais je vais plutôt me dire, OK, bah, écoute, cette fille-là, elle a fait 9 choses bien. Il y a une chose qui a été mal produite, mais quand même, elle est là tous les jours. Elle me fait pas d'histoire. Elle a vendu quand même tel immeuble. Alors là, oui, sur ce dossier-là, elle a peut-être oublié de faire l'état des lieux, un truc comme ça, mais c'est sûr, de toute façon, c'est le lot de tout employeur. Et en fait, le problème, c'est que les employeurs, beaucoup de patrons d'entreprise, surtout dans les agences immobilières, ils pointent du doigt qu'est-ce qui ne va pas. Ils restent sur ça. Mais quand tu fais ça en tant qu'employeur, tu es toujours dans le noir, parce que tu fais que voir le négatif, donc tu vois pas comment tu peux apprécier ça. Et surtout, bah, justement, tu n'apprécies pas cette expérience, parce qu'être être employeur, c'est une expérience de vie. Hein, c'est exceptionnel. Mais moi, j'en profite justement avec moi, mes employés, c'est vraiment, plus mes collaborateurs déjà, c'est bon délire, quoi. Tous ensemble, on est vraiment dans un bon truc. Et ils comprennent par contre quand je parle et qu'il y a quelque chose qui va pas, j'ai pas besoin de crier, c'est clair, parce que moi, j'ai jamais crié de ma vie, je crois, mais c'est super clair. Mais par contre, il y a une énergie commune qui est phénoménale. Et donc, du coup, ça, c'est parce que, encore une fois, j'accepte que tout ne soit pas parfait, j'accepte que des fois, ils me font des dingueries et que je dois rattraper le coup, j'accepte. Parce que de l'autre côté, c'est eux qui aussi font tourner la boîte, quoi. Ouais, c'est vrai. Et il faut accepter les deux, c'est comme ça. L'un ne va pas sans l'autre, ça n'existe pas, sinon, encore une fois, il serait à ma place, quoi. Ouais, et puis de toute façon, comme on dit, un échec ou une erreur, au pire, du moment que tu la refais pas, c'est un enseignement, donc... Ouais, il vaut mieux 1% du travail de 100 personnes que 100%. Moi, ce que je leur dis souvent à mes collaborateurs, c'est la règle des 3 solutions. Si vous êtes face à un problème, réfléchissez à 3 solutions avant de venir me voir. Parce que si vous avez réfléchi à 3 solutions, c'est qu'il y a peut-être que moi qui peux avoir la solution. Et ça fonctionne parce que avant de venir vers moi, c'est vraiment que des problèmes auxquels ils savent pas répondre, quoi. Ouais, s'ils viennent vers toi, c'est qu'il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de solution. Ouais, je comprends. Ah ouais. Bah, moi aussi, c'est pas la règle de 3, c'est la règle de 3 personnes avant moi. Puis ils vont voir le responsable commercial, puis ils vont voir le gestionnaire, et puis c'est moi. Et s'ils avaient chez moi, comme tu dis, c'est que c'est un bourbier déjà, donc que je dois régler, quoi. Parce que nous, au final, on est là que pour les vrais soucis, en final. Ouais, nous, on n'a pas de... Quand le dossier se passe bien, ben, voilà, il passe, et puis il arrive aux actes, on facture, et puis ça y est, on passe au prochain. Nous, on les voit passer quand, les dossiers, que quand on doit solutionner un problème, quoi. C'est comme ça. Mais après, c'est un peu tout ça qui a fait aussi Skymos. Je sais que c'est ma manière de faire, où moi, je suis très chill, quoi. Je me prends pas la tête, parce que l'argent ne me véhicule pas du tout, en fait. C'est pas pour ça que je travaille. C'est pour l'aventure et le parcours. C'est que l'aventure. C'est que l'aventure. Et puis de voir des petits jeunes, ils ont tous 21, 22, 23. Voilà, ce week-end, on est parti en Espagne, on est parti en team building 4 jours. Vu, ouais. C'était phénoménal, quoi. Franchement, c'était phénoménal. Ils ont tous craqué, on a tous craqué, c'était incroyable. Et ça, c'est des moments de vie que l'argent ne peut pas acheter et qui font que je suis heureux d'être leur patron actuellement. Et eux, d'être là où ils sont actuellement. Et puis, bah, j'essaye au mieux possible, en fonction de leurs résultats, que chacun s'élève dans l'entreprise et ait de plus en plus de responsabilités. Et puis voilà, quoi. C'est bien. Et tu as parlé justement des réseaux sociaux, comme quoi ça véhiculait énormément de réussite. Et je pense que j'avais vu une story de toi où tu expliquais justement, voilà où j'en suis. Je résume, hein. Voilà où j'en suis, mais vous voyez pas tout ce que je fais sur le côté, travailler jusqu'à pas d'heure. Les gens voient toujours la finalité, mais jamais le process. Hein. En fait, le plus gros poids, la plus grosse difficulté en tant qu'entrepreneur, c'est juste que ça s'arrête jamais, quoi. Tu peux rentrer chez toi, tu as quand même ton cerveau qui travaille. Voilà. Moi, je suis quelqu'un qui sait fort. Je sais pas si toi, c'est comme ça. Je sais pas si vous, c'est comme ça. Mais moi, je sais déconnecter très facilement. Je vais 19h30. Ah non, moi, j'ai du mal. Et justement, être dans le présent, je suis toujours à... Ah ouais? Ouais, toujours à réfléchir. Ah non, moi... Mais tant mieux. Ouais, moi, je suis bien après. Il y a 2-3 ans, oui. Enfin, moi. Il y a 2-3 ans, moi, parce que j'avais pas le pli vraiment de rentrer chez moi et avoir vraiment ce voile où tu fais stop. Et maintenant, avec le temps, en déléguant de plus en plus et en organisant mieux les équipes, j'arrive plus à le faire. Mais il faut le faire parce qu'à un moment donné, il va falloir te poser des questions et te dire, est-ce que je suis toujours indispensable au business ou est-ce que je suis là pour faire avancer le business? Et tu peux pas rester 100% dans l'opérationnel et faire avancer ta boîte. Tu dois faire l'un ou l'autre. Ça marche plus, sinon. Ouais. Moi, je me souviens que la deuxième ou la troisième année, c'est moi qui allais, donc je signais, tout le monde appelait au bureau. Il y avait une demande de deck. Tout le monde m'appelait pour vendre leur maison. Donc ils appelaient au bureau. Qui allait? C'est moi. Et donc j'avais dans mon agenda, c'était du rose, c'était la couleur de la prospection. Pourquoi c'est du rose, je sais pas. Mais... de 9h à 19h, je devais aller voir tous les jours 7-8 maisons. Et je signais les contrats. Je signais, donc, et puis après, je déléguais aux vendeurs qui vendaient. Mais de 9h à 18h, je suis dehors. Je sais même pas ce qui se passe dans mon bureau.
compta, je gère pas. Je sais pas aller dans le détail en fait des choses. Et vu que tu as le nez dedans, tu ne sais pas processiser tous tes process. Donc au final, c'est une chaîne sans fin où en fait, c'est à ce moment-là que tu deviens esclave de ton propre business. Ouais. Et c'est une fois que tu sors de ça, et donc c'est ce que j'ai fait, c'est qu'à un moment donné, j'ai formé quelqu'un qui était vraiment capable de signer les contrats comme moi je les faisais. C'est lui qui signe tout. Et là, ça m'a dégagé déjà facilement 40 heures semaine. Et puis de là, j'ai de la hauteur, et puis je vois ce qui se passe, qui fait quoi mal, et je me suis rendu compte après qu'en fait, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Parce que toi, tu es sur la route, tu signes, mais en fait, derrière, le mec, il fait mal les publicités, l'autre, tu vois. Et par contre, en sortant la tête de l'eau, là, après, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avançais dans la guerre, quoi, tout seul. Et puis après, en prenant du recul, là, tu processises, et puis là, ça devient parfait. Et puis c'est là, après, que tu deviens maître de ton business, et puis que tu deviens surtout libre. Voilà. Et l'équipe aussi apprécie ça, hein, parce qu'après, ils voient qu'il y a quelqu'un, c'est un vrai leader. Ils voient quelqu'un qui sait trancher à certains moments, sait prendre des décisions, qui processise pour que ça se passe mieux pour eux aussi, parce qu'eux aussi, c'était le chaos, du coup. Ouais, c'était la guerre, c'était n'importe quoi à un moment donné, parce que dans le business, tu as des échelons. Et puis à chaque fois que tu passes un échelon, ça veut dire à chaque fois qu'il y a plus de clients, que tu as passé un cap, quoi. Il faut reprocessiser parce que tu travailles plus de la même manière quand tu as 15 maisons à vendre que quand tu en as 100, quoi. Mais concrètement aussi, l'équipe, elle ressemble à son patron. Hein. Ça, c'est sûr. Si l'équipe ne fonctionne pas, c'est la faute du patron. Ça, j'aime bien parce que c'est aussi un peu la philosophie que je suis. Que c'est vrai que les patrons, généralement, ils chient sur l'équipe, sur l'employé, alors qu'au final, si le brief de base, il n'est pas bon, tu peux t'en valoir que toi-même. Oui, et il y a l'énergie pour moi. C'est le point le plus essentiel. C'est si tu arrives. Moi, j'arrive. Il faut savoir que par exemple, dans mon bureau, il y a une règle. Tu arrives dans l'agence, tu rentres, il y a du Chris Brown, il y a du ce que tu veux. Hein. Tu vois, t'es obligé. Et moi, je râle quand je rentre et qu'il n'y a pas de musique. Hein. Parce que je trouve ça. Il n'y a pas d'énergie, c'est pas vivant, ça va pas. C'est catastrophe. Catastrophe. Et eux, ils me regardent, genre, pourquoi est-ce qu'il veut de la musique alors que logiquement, ce serait l'inverse. Un patron dirait, le calme et tout le monde travaille tout. Mais pour moi, j'y crois pas, quoi. Et donc, du coup, c'est une énergie que tu donnes. Quand j'arrive, moi, c'est la fête, quoi. Et alors, ils sont tous là et on y va, quoi. Si moi, déjà, je suis pas là, que je suis tout le temps en vacances ou que je... Moi, je dis ça, là, je vais être 3 semaines. Mais d'habitude, c'est pas comme ça. Ils vont suivre ton pas, en fait. Si toi, t'es bordélique et que tu sais pas préciser, c'est pas eux qui vont le faire pour toi. Et voilà, quoi. C'est juste, ce n'est que ça, en fait. Mais si tu leur donnes les bonnes responsabilités, qu'en fait, tu crées un cadre de travail qui est exceptionnel, entre guillemets, ils partiront pas ailleurs, tu auras moins de turnover. Et 3, ils seront contents de travailler et de faire comme si c'était leur entreprise. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'en fait, j'étais pas tout seul à faire tout ça. C'est nous tous, avec la même idée et le même mindset de vouloir manger la région, quoi. Et c'est pour ça qu'on y est arrivé. Et alors, le dernier point, moi, ça, c'est quelque chose où je suis vraiment très, très bon. C'est le marketing. C'est quelque chose que je gère très, très bien. Parce que je le réfléchis différemment. Je vais donner un bête exemple. Quand j'ai commencé, par exemple, les panneaux immobiliers. Prenons le cas des panneaux immobiliers, parce que maintenant, de toute façon, ils le font tous, donc je peux le dire. Ils le collaient tous en haut. Enfin, tout le monde le collait là où je travaillais avant. Les panneaux immobiliers, si tu vois les affiches à vendre, elles sont toujours au premier étage, en haut à droite, collées sur la façade, sur le carreau. Puis moi, j'arrive, je me dis, OK, donc quand tu roules, les gens ne regardent pas comme ça. Donc tu ne le vois pas. Puis après, j'ai fait une petite étude comme ça, vite fait, pour voir un peu comment les gens regardaient en roulant en voiture, etc. Quel était leur champ de vision. Donc il s'est avéré qu'en fait, ce qu'il fallait faire pour que ce soit le plus visible possible, c'était de placer le panneau à 2 mètres de hauteur. Forêt. Donc nous, on le fore dans les joints, forcément, des briques. Et alors, en fait, moi, j'ai fait ça pour tous mes bâtiments. Donc moi, je m'amusais au début, j'avais une petite camionnette, j'avais acheté 3 000 €, ce qui m'avait roulé, le gars. Et je mettais les panneaux à 2 mètres de hauteur et je forais, etc. Je m'amusais, il pleuvait, etc. C'est pas grave, je les mettais. Et donc après, à un moment donné, sur Seraing, les gens roulaient et voyaient partout des panneaux. Mais simplement parce qu'ils étaient bien mis. Ils étaient juste mieux mis, quoi. Et les autres le collaient tout en haut, là, au 2e étage, comme si quelqu'un allait rouler comme ça. Et donc les gens roulent et c'est dans leur champ de vision, qu'ils veuillent ou qu'ils ne veulent pas, ils vont voir le panneau. Et c'est ça qui a fait, entre autres, la différence. Mais donc c'est toujours de réfléchir différemment et de se dire comment est-ce que je peux faire ça. Ouais, mais c'est smart. Hein. Fallait y penser, quoi. Fallait y penser, parce que la plupart des gens vont pas se prendre la tête, vont se dire je le colle en haut, voilà, il est collé, quoi. Mais comment est-ce qu'on peut ne pas penser à ça alors que la meilleure publicité, c'est la publicité gratuite. C'est gratuit, c'est la folie, quoi. Et surtout voir le... Ça a été mon... En fait, quand j'ai fait le Bitmoji, comment ça s'est passé? Déjà, le nom, c'est pas moi qui l'ai trouvé. C'est ma mère. Ma mère qui a trouvé le nom Skyim. C'est pas moi qui l'ai trouvé. Ça faisait 6 mois que je cherchais. Hein. Donc 6 mois où je travaillais pas. Enfin, je travaillais comme ça chez moi, mais j'avais pas de nom, j'avais rien, j'avais pas de carte de visite ni rien. Je jouais vraiment que sur mon côté commercial pour signer des contrats, mais j'avais rien, quoi. C'était n'importe quoi. Mais bon. Je voulais pas ouvrir avec Ismaïmo ou un truc tout claqué comme ça. Il fallait vraiment que ce soit le truc qui tape, quoi. C'est difficile à scaler, hein, sinon, si c'est à ton nom. C'est très difficile. Ah ouais, déjà. Ouais, parce que je pensais à la suite, etc. Tu penses à tout. Si à un moment donné, tu dois en ouvrir plusieurs, tu vas pas mettre ton prénom. Et voilà, quoi. Et puis bon, Ismaël, c'est pas non plus le prénom le plus attractif, on va dire, dans toutes les régions de la Belgique. Donc, voilà. Fallait trouver un truc un peu plus smart. Et du coup, un jour, ma mère, elle me dit, moi, je pense dans le salon, et elle me dit, moi, j'aime bien Sky.
Première fois, je l'écoute même pas. Je dis arrête un peu tes bêtises et tout, je me barre. Et puis je reviens encore 3 semaines plus tard avec la même problématique. J'ai essayé de trouver, j'ai essayé de réfléchir, j'ai fait venir des gens pour faire le logo, pour voir un peu, ils me sortaient des trucs catastrophiques. Et moi, je voulais vraiment pas ouvrir tant que le nom, c'était pas la pépite, quoi. Et puis après, je reviens une fois dans le salon, je me couche et il y avait un châssis à ma droite. Et du coup, je vois le ciel et tout, et elle me ressort ça. Et au moment où elle me sort ça, je regarde le ciel, je vois un nuage. Je vois le nuage. Et là, ça me tape directement. Je dis, ouais, Skyimo, 3 syllabes, ça se retient facilement. Le nuage avec la maison, j'ai jamais vu ça nulle part. Donc, je me dis, je crois que je vais être le premier à avoir ce logo-là. Et puis, au moment où elle me dit ça, je reçois un snap. Et sur Snap, il y a le bonhomme qui sort. Et là, genre une explosion, quoi. T'as déjà vu Jimmy Neutron? Ouais. Bah, c'était ça. Hop. Et puis après, j'ai sonné au graphiste. Je dis, le lendemain, j'avais tout qui était prêt. On m'a fait la maquette, on a imprimé tout. Et c'est de là qu'est né ce qu'il y a. Et là où c'était bien, c'est que du coup, ceux qui ont plus retenu ce bonhomme-là, c'est les enfants. Des parents qui roulaient en voiture. Ça sortait de l'ordinaire. Hein. Ça sortait totalement de l'ordinaire. Ça n'existait pas en fait. À l'époque, c'était très. Les agences immobilières étaient toujours des logos très soft. Épurés. Tu rentrais dans un bureau, t'entendais les mouches voler. Et tu avais encore une fois l'impression de rentrer chez un huissier, quoi. Mais nous, on l'a connu aussi avec la compta. Hein. Ah ouais? Parce qu'avant, c'était interdit de faire de la pub. Et ah ouais? C'est seulement il y a peut-être 5-6 ans que ça s'est démocratisé. On peut faire de la publicité, on peut démarcher. Donc, tu as pas mal de bureaux comptables qui ont surfé sur la vague de la modernité, quoi. Et je suppose que ça a fait aussi leur force. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Et je pense sincèrement que je suis le premier à avoir fait tout ce qui était story, etc., où j'expliquais un peu ce que je rentrais comme mandat, etc. Ça, je le faisais déjà quand je travaillais pour mon patron à l'époque, mais lui aussi, c'était une agence un peu d'innocent, rien à faire. C'était pas possible. C'est pour ça que c'était pas du tout dans l'air du temps et que ça ne collait pas avec moi ce que je voulais faire. Et donc, voilà, les chemins se sont séparés. Mais voilà, les réseaux sociaux, il n'y avait pas un agent immobilier qui le faisait comme moi parce que ça aussi, c'était un peu délicat. Je sais pas, c'était dans la profession aussi, c'était très, comme tu dis, discret, on va dire. Que moi, je faisais des stories à tout va, je rentrais ça, je vais vendre ça, autant, nanana, venez visiter, dépêchez-vous, c'est bien comme ça. Mais à l'époque, c'était la folie de faire ça parce qu'il n'y avait pas, en fait. C'est comme ça que je me suis démarqué, quoi. C'est sortir de sa zone de confort. Hein. Ouais. Les gens, maintenant, ça se fait. Maintenant, tu es obligé, en fait. Si tu suis pas. Ça. Je suis le premier, je pense, à avoir une community manager dans une agence immobilière. Je paye quelqu'un à temps plein juste pour ça, quoi. Mais avant, c'était impensable. Jamais de la vie, tu faisais ça, quoi. Et aucun autre patron n'aurait mis un budget là-dessus, quoi. Moi, je pense que, moi, j'aimais bien, j'étais convaincu, et voilà. Et du coup, un autre coup aussi très smart, et ça, c'est pour ça qu'un entrepreneur, c'est vraiment, comme tu dis, dans l'âme, c'est dans l'esprit. Quand moi, je travaillais pour mon patron à l'époque, donc après 1 an et demi, j'avais acheté une petite classe A, la Mercedes. Là. Elle était blanche. Et ce que je faisais, c'est que moi, systématiquement, parce que bon, je savais bien que j'allais me marrer, toutes les maisons que je vendais, et c'est moi qui avais le plus gros portefeuille dans l'agence. Je rentrais énormément de dossiers. Les maisons, je mettais ma voiture devant. Donc, je faisais moi la photo de la façade de la maison à vendre. Et devant, il y avait la voiture garée. T'avais l'impression que je vendais la voiture. Hein, tellement elle prenait de place par rapport à la façade de la voiture. À la façade de la maison, pardon. Et c'était voulu. Au moment, on se foutait de ma gueule. Hein, au début, je me souviendrai toujours, on se foutait de ma gueule parce que les gens de la voiture, s'en foutent de ta voiture, etc. Je dis, ouais, on s'en fout de la voiture. Hein. Et puis, quand je me suis mis à mon compte, j'ai refait ça avec mes maisons à moi, du coup, avec Skyimo. Et il y a eu tout de suite un rappel. Les gens venaient visiter et se disaient, mais c'est vous qui travaillez de l'autre côté, etc. Et donc, j'ai récupéré beaucoup de clientèle comme ça. Parce que forcément, je ne pouvais pas prendre des clients que j'avais fait pour l'autre agence. C'est eux qui sont revenus à moi. De cette manière-là, parce qu'il y a eu le rappel visuel, en fait. C'est des codes hein, qui parfois sont pas palpables. Mais voilà. Et donc, c'est pour ça, vraiment, un entrepreneur, et si tu veux... En fait, celui-là qui veut vraiment réussir, il faut vraiment réfléchir différemment. Il faut être complètement dans un monde à part. Hein. Pour vraiment, je veux dire, se démarquer, je parle. Complètement, ouais. Faire un business qui tourne, etc., il n'y a pas forcément besoin. Mais quand tu veux te démarquer et te dire, tiens, pourquoi est-ce qu'Amazon est Amazon, c'est parce que eux, c'est des malades mentaux. Ils ont encore une autre réflexion qui est 100 fois meilleure que la mienne, tu vois. C'est pour ça qu'ils sont qui ils sont. Et la différence entre un Amazon et peut-être nous actuellement, par contre, c'est les process, quoi. Ils sont toujours mieux faits, ils sont toujours mieux calibrés, qui font qu'ils peuvent scaler encore plus. Et puis après, je sais pas, il y a sûrement d'autres éléments, mais la base, c'est que tu peux pas devenir à Amazon ou à Uber sans processiser à la perfection tous tes process. C'est intéressant de se baser justement sur les plus gros, les leaders et ainsi de suite. Ouais. Parce que moi, je me dis toujours, s'ils ont claqué des milliers, des millions, c'est pour une bonne raison. C'est qu'ils ont vraiment optimisé tous les process, du coup, autant t'en inspirer, quoi. Et pareil pour la publicité, il faut y aller en publicité. Et c'est pas forcément des publicités payantes, il y en a que tu peux payer forcément. Mais moi, à l'époque, par exemple, tout sur Facebook, par exemple, encore à l'heure actuelle, je rajoute quelqu'un, t'es ami avec. Mais moi, je le faisais exprès. À l'époque, je rajoutais tout le monde. Mais tout le monde. Je savais pas qui était qui. Qu'à un moment donné, sur Facebook, carrément, il te bloque là. Tu peux plus rajouter. Et puis, j'envoyais vers la page. Tu vois, j'envoyais vers la page, j'envoyais vers la page. Et puis après, quand tu fais des stories tous les jours, tu fais minimum 3 stories par jour. Une fois, je suis au bureau, une fois, je suis en train de vendre ça. Et que tu restes dans la tête des gens tous les jours, le moment où ils veulent vendre, bah, ils pensent à qui? Ils pensent à toi. Bien sûr. Tu le vois avec vendezvotrevoiture.be ou Carglass. Hein. Exactement. À un moment donné, tu restes. Hein. Oui, complètement. Et donc, voilà un peu l'histoire un peu de pourquoi est-ce que ça a bien pris, en fait. C'est vraiment parce que j'ai une réflexion, une idée différente.
de ce qui se fait dans les agences, ce qui m'a valu aussi beaucoup de problèmes, parce que bon, les concurrents, que ce soit les organismes et tout, ils se voient d'un très mauvais œil que je sois très visible comme ça, parce qu'encore une fois, c'est une profession qui est un peu, on va dire, protégée. Et c'est délicat, je veux dire, qu'un jeune soit très visible comme ça et soit un peu, on va dire, l'image, je crois, actuellement, surtout à Liège, je suis vraiment l'image de l'immobilier et que ça, forcément, ça doit pas plaire à tout le monde, c'est comme ça. Oui, complètement. Une profession comme la nôtre, je pense que ça peut être dans d'autres, comme dans la compta et tout, si à un moment donné, t'es le visage de la comptabilité, je suppose qu'il doit y avoir aussi un organisme qui régit. Quelque part, les règles ont été aussi faites il y a peut-être 20, 30, 40 ans. Il serait peut-être temps de les moderniser parce que le monde n'est plus le même. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, tout le monde a Internet. Et à 20 ans, il n'y avait pas Internet. Bah ouais. Donc à un moment, il faut pouvoir faire le switch et se dire, OK, on est en 2025, il faut qu'on revoie le système pour que ça colle par rapport à l'ère à laquelle on est, quoi. Le problème, c'est que tu es dans le pays où j'ai l'impression que ça avance le moins vite, quoi. Après, on est dans un tournant où il y a une génération qui est en train de s'effacer et une autre qui devient prépondérante, c'est la nôtre. Et c'est à nous de s'imposer quelque part pour imposer notre vision, parce que les autres, ils n'ont plus de vision. Ils ont une vision à 2 ans, 3 ans de la retraite. C'est pas eux qui vont déterminer ce que nous, on va faire de notre carrière. Totalement d'accord. Totalement d'accord. Tu le vois avec la nouvelle génération, hein, les petits jeunes, eux, ils sont connectés. Moi, je comprends rien déjà. Eux, dans 10 ans, justement, à niveau présence en ligne, ce sera la relève, hein, complètement. Nous, on est dans la transition. Ça, c'est vraiment fait comme ça. C'est vraiment la transition. Et puis maintenant, il y a l'IA qui rentre en jeu. Complètement. L'IA, c'est monstrueux. Ce qu'on fait avec ça, maintenant, nous, les annonces, par exemple, immobilières, elles sont faites avec l'IA. Il y a 1 an et demi d'ici, ça me prenait une demi-heure des fois de faire l'annonce, de réfléchir dans un cadre idyllique. Là, tu le mets, c'est... Dans un cadre idyllique à Gotham City. Ah ouais. Vu sur la Meuse. Ouais. Et que là, par contre, tu lui expliques le bazar comme ça, tu lui expliques le bazar, incroyable, quoi. Je fais la même, toujours mon téléphone. Ouais, c'est la folie. Et donc, du coup, je pense qu'aussi, les entreprises qui ne vont pas se mettre à jour par rapport à l'IA, qui ne vont pas se former, elles vont perdre aussi. Elles vont pas suivre. Elles vont pas suivre parce que les agences ou même les sociétés, peu importe dans quel métier, qui vont l'utiliser, iront beaucoup plus vite que les autres et donc ils pourront faire plus de résultats, plus de chiffres, plus de tout, quoi. Complètement. Ouais. Et IMO, justement, j'ai vu, donc tu investis dans des biens, tu as des anecdotes. J'en ai vu une, par exemple, avec dernièrement, ils ont saccagé ma maison. Ouais, exactement. Ah ouais. Tu veux raconter? T'as une pire? T'as pire que ça comme anecdote? Ouais, j'ai pire. J'en ai 3. La première, c'est je rénove toute une maison, donc valeur, je l'achète 60 000, je fais 90 000 euros de travaux. Donc on arrive à 150 000 euros tout fini, valeur d'expertise 300 000. Belle maison, 4 chambres, jardin, donc c'est une bonne petette région de Liège. Top maison. J'arrive dans la fin des travaux, et puis ce jour-là, j'ai mon collègue qui me dit je vais aller me faire coiffer chez mon coiffeur, etc. Je dis vas-y, tu sais quoi, je vais venir avec toi, faut que je me fasse couper les cheveux. J'y vais, et ce jour-là, donc son coiffeur, il s'appelait Walid. Voilà. De toute façon, j'ai déjà cité, donc je peux le redire. Il s'appelle Walid. Et ce gars-là, il me dit ouais, je suis à la rue, j'ai 3 enfants, il faut que je trouve un immeuble, enfin, il faut que je trouve une maison, etc. Mais le gars avait l'air nickel, parce qu'il avait son salon de coiffure, tout tournait, etc. Enfin, je voyais autour de moi, c'était nickel. Et c'était le patron du salon de coiffure. Mon collègue me dit ouais, je le connais depuis longtemps, j'ai jamais eu de problème avec et tout. Je lui dis ok, mais moi, le bâtiment, il n'est pas encore tout à fait terminé, il me reste encore 3-4 mois de travaux, je dois mettre la cuisine, etc. Il me dit non, tracasse, je rentre dedans, etc. Et tu peux finaliser les travaux au fur et à mesure des jours. Ça, c'est la pire erreur de ma vie. Parce que tu sais jamais faire des travaux quand il y a un locataire dedans. Et voilà. Et moi, cette maison-là, je la fais en fonction d'eux, carrément. Je suis gentil et tout. Je dis, bah, qu'est-ce que tu veux comme carrelage et tout. Parce que je m'en foutais, moi, dans ma tête, j'allais rester dedans 20 ans. Cuisine grise, avec les électros, en noir, etc. Je fais tout vraiment. C'est resté un peu neutre quand même, quoi. Ouais, quand même. Ouais. Ils m'auraient dit du rouge et tout. J'aurais dit, t'es gentil, tout ce que tu veux, mais. Et alors, du coup, c'était des belles couleurs, mais. Par exemple, moi, j'aurais voulu du beige. Là, j'ai fait parquet. Bah, on a mis du gris, par exemple. Bon, ça était toujours bien, mais c'était en fonction d'eux, quoi. Ils sont rentrés dans la maison. Il reste encore 2-3 choses à faire. Mais ils sont rentrés dedans. Il a payé les 2 premiers mois. Et puis après, j'ai plus jamais eu 1 euro. C'est 1 000 euros le loyer. Hein, donc, je te raconte pas la perte. Là, je suis en tout avec les loyers. Et du coup, en plus de ça, ils m'ont saccagé l'immeuble. C'était les premiers locataires dedans, quoi. Et en plus, pour l'anecdote, du coup, quand il a vu que j'allais l'expulser, il a pris un avocat. Et il a stipulé que le bâtiment n'était pas vivable quand il est rentré dedans. Ah ouais. Après, heureusement, évidemment, complètement idiot, lui aussi, c'est que je suis agent immobilier. Et donc, j'avais mis dans le bail qu'il était d'accord de rentrer dans telle condition, tel état, etc. Donc, j'ai gagné le procès, etc. J'ai gagné, c'est un grand mot, parce que le mec, ne sait pas faire signer une pierre, il n'avait pas 1 euro. C'est barré au Maroc, j'ai pris 25 000 euros de boîte. Ça, c'est le premier cas vraiment bien horrible, quoi. Et bon, voilà. Donc là, je vais seulement de récupérer la maison. On a terminé les travaux. On va remettre en location la semaine prochaine, à mon avis. Dans 2 semaines, temps de nettoyer. Mais ça, par exemple, horrible, quoi. Et ça m'arrive à moi, ça va, parce que c'est pas mon. Comment dire, je perds de l'argent, mais encore une fois, moi, c'est à tout. Je regarde dans l'enveloppe totale. Donc ça va, mais quelqu'un qui a fait ça comme investissement, qui tombe sur un locataire pareil, son premier, ouais. 1 an sans loyer, etc., qui a 2 loyers à payer, et du coup, les 2 crédits, c'est catastrophique, quoi. Donc ça, c'est malheureusement, c'est compliqué. En Belgique, c'est très mal fait parce qu'il n'y a pas vraiment de protection par rapport à ça et les délais sont longs, quoi, pour expulser quelqu'un et tout. Le deuxième, lui, c'est le pire.
Lui, c'est le pire. Donc, pareil, je la retape totalement, nickel, petite maison de chambre, il n'y avait pas d'extérieur. Petite maison que j'avais achetée, je crois que j'avais acheté 70 000. Je fais 20 000 euros de travaux et elle en vaut 150. Je lui donne la maison, il rentre dedans. Je la récupère 1 an plus tard, j'avais plus de nouvelles du gars, il répondait plus. Donc, il me payait plus les 2 derniers mois, ils m'ont plus payé. Moi, je crois qu'il était mort. Je rentre dans la maison à un moment donné, je force la porte. Ouais. Je rentre dedans, il avait fait une plantation, tout le bordel. Donc là, j'avais une plantation, des murs ouverts avec des, comment on appelle ça, des trucs d'aération qui passaient de l'un à l'autre. C'est ça que j'ai vu, je pense. Ça graffe partout. Et donc, voilà. Un laboratoire. Exactement. Et il m'a même pas laissé quelques plantes ou quoi. Il a tout. Donc, il m'a pas besoin de revendre quoi que ce soit. Donc, catastrophe aussi, ça. Et là, pareil, on est en plein travaux pour finaliser. Quoi. Enfin, pour rénover et puis remettre en location. Et voilà, c'est les 2 cas que j'ai eu sur ça va, sur la plupart des locataires, c'est les 2 seuls. Et la 3e, c'est juste que bon, malgré elle est malade, je crois. Et en fait, c'est quelqu'un qui garde tout, qui stocke toutes les crasses dans cet appartement. On en a parlé. C'est le syndrome de Diogène, c'est ça? Ah ouais, je crois que c'est Diogène. Bah, elle, par exemple, je l'ai acheté qu'elle était déjà dans l'immeuble. Ça, c'est un immeuble de 3 appartements. Et j'ai jamais vu le sol de cet appartement. Jamais vu. Jamais. Et quand j'ai acheté, j'avais pas visité. Ah oui. Et donc, surprise, hein, quand je suis allé dedans la première fois, c'était pour faire un permis de régularisation parce que l'immeuble n'était pas en ordre. Et je ne sais pas le sol de quelle couleur il est. Et la femme, elle a un petit, donc il y a des poubelles, il y a, je sais pas, des armoires, il y a tout ce que tu veux. Et il y a comme ici un petit banc et elle est couchée dessus. Dit comme ça, quoi. Incroyable. Il y a des gens comme ça, je vois ça tous les jours hein, dans mon travail. Donc c'est les 3 grosses anecdotes que j'ai eues dans mes locations actuellement. Quoi. Mais c'est des gros coups hein, tout de suite, hein, parce que en fait, ce qu'il y a, c'est que donc tu perds les loyers parce qu'ils te payent pas, s'ils te payent pas. En plus de ça, tu dois refaire les travaux. Mais en plus, pendant ce temps-là, c'est pas loué. Et malheureusement, à chaque fois, quasi, sauf si vraiment tu as des bons profils de base, bah, c'est qu'ils sont pas solvables. Ou ils s'arrangent pour ne pas l'être. Quoi. À la salle de sport, tu trouves un mec bien costaud, tu lui fais signer les contrats de bail, comme ça il sait qu'il doit pas l'emmerder, qu'il doit payer son loyer. Ouais, en fait, c'est ce que je me dis aussi, je crois que je vais plus me présenter. Je viens comme toi. Et il va le sous-traiter. Je pas donné rien à payer tous. Ça m'étonne pas. Même à l'avance. Il me faut des petits cadeaux à Noël et tout. Ouais, il faut que je me trouve quelqu'un. Mais je vais acter, quoi. Je vais faire comme tu vas te dire. De tracas, quoi. Mais donc voilà, ouais, c'est les 3 plus gros couacs que j'ai eu, quoi. Mais le pire, c'était vraiment le pire, c'est vraiment le premier parce que la maison était totalement refaite. Je l'ai faite en fonction de lui et le mec, il rentre et il m'a saccagé tout. Je comprends pas pourquoi il a fait ça, quoi. Même moi, je n'habite pas dans une maison aussi bien, quoi. Elle était bien à la maison. Et donc. Et niveau investissement, tu investis dans d'autres choses, d'autres actifs ou non? Je connais pas le reste, donc crypto, tout ce bordel-là. Mais comme tu as dit, pour le moment, tu n'as pas le temps. Donc... Déjà, tu vois. Là, maintenant, je réaxe. Donc là, maintenant, du coup, pendant 1 an, je vais plus acheter de maison. Je vais plus rien acheter pendant 1 an ici parce que j'ai plein de travaux à gauche, à droite que je dois terminer. Donc là, maintenant, je dois d'abord focus, terminer tout ça parce que l'argent ne rentre pas, en fait. Puisque c'est pas mis en location, voilà. Donc d'abord, je termine tous ces chantiers-là parce qu'il y en a quelques-uns où c'est assez galère. Et surtout, je me refocus Kaimo, quoi, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans l'entreprise pour la refaire développer encore un peu plus, pour que la vache à lait continue de devenir... Et donc, oui, la crypto, etc. Franchement, moi, je sais pas si vous connaissez quelque chose, mais moi, j'y connais rien du tout. Les fondamentaux, après, ouais. C'est plus lui qui est mordu. Ouais, c'est vrai. Faut pas mettre les pieds dedans, mais hyper intéressant, mais bon, ça a marché très à risque, donc... ouais. La volatilité est énorme. Ah ouais, c'est ça. Tu peux autant faire du plus que du moins, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a toujours des énormes histoires. La personne, ton voisin qui a fait des millions, et ça arrive hein, fréquemment. Il y a plein d'histoires où les gens, ils ont mis... On avait interviewé quelqu'un, il expliquait que son ami, il avait mis 2000, son compte est monté à 180 000. Donc, et il y en a d'autres qui ont mis 2000, son compte est monté à 3 millions. Tout est réalisable. Mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, il y a tellement de crypto par rapport à avant. Avant, c'était facile. Tu avais, j'invente 20 000 cryptos, ce qui est déjà énorme, mais du coup, tu mettais, en plus, on était il y a quelques années, tu mettais un certain billet, même 1000 balles. Si ça te fait un fois 100, fois 200, bah, ça monte très vite. Là, maintenant, il y a 15 millions de cryptos. Donc, ce qu'il y a, c'est que c'est la loterie. À l'époque, c'était moins la loterie. Maintenant, c'est la loterie. Le casino. Non, c'est que le casino. Enfin, non, il y a quand même des fondamentaux et tout. Il y a de l'étude et tout, mais. Le bitcoin. Il y en a plein. Enfin, Cardano, il y a Solana, XRP. Ouais. Et encore, c'est le top 10. Non, il y en a énormément, mais c'est vrai qu'il y a les risques qui sont associés. Ouais, ça, c'est sûr. C'est comme dans tout, hein, de toute façon. Nous, ce qu'on dit toujours, c'est la clé, la diversification. Peu importe. Ah ouais, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne me vois pas avec uniquement Skymo comme business parce que c'est trop risqué. Tout simplement, c'est d'avoir tous les œufs dans le même plat. T'as vu il y a quelques années, si t'avais une autre activité, il y en a plein d'activités qui ont dû s'arrêter à cause de ça. Ouais. La restauration. La restauration. Et puis même tout, depuis le Covid, rien n'est pareil. Ouais. Tu vois, parce que il me semble qu'avant le Covid, il y avait plus de magasins physiques. Je parle pour les vêtements, etc., qui fonctionnaient. Là, maintenant, tout le monde. Il y a eu plus de commandes, il y a une habitude aussi qui s'est créée au niveau des gens, de commander, de faire tout en ligne, l'e-commerce, voilà exactement. Et c'est pour ça que d'ailleurs à ce moment-là, l'e-commerce avait bien explosé, parce que les habitudes du consommateur ont changé à cause de ça, quoi. Et c'est bien pour ça. Forcément, quand il y a des perdants, c'est qu'il y a des gagnants, et inversement. Et donc, avoir tous les œufs dans le même plat, c'est toujours risqué, parce que du jour au lendemain, tu peux tout perdre, quoi. Et l'immobilier commercial, vous en faites beaucoup? Pas tout. Ça, mais je veux dire, parce que c'est vrai qu'on t'en parle justement, et c'est intéressant, c'est tous les commerces, justement, maintenant, c'est beaucoup plus dur à
À acheter. À acheter, ouais. Dans le sens où il n'y a plus personne qui veut. Par exemple, à Liège, le centre-ville de Liège, c'est totalement mort. Hein. Le commerce qui tourne. À Bruxelles, il y en a quand même pas mal. Hein. Ça range plutôt bien. À Liège, par exemple, tu as beaucoup de cellules vides qui sont en vente ou en location et il se passe rien. Après, celui qui veut stocker, qui a une stratégie de stock parce qu'il a beaucoup trop de cash, c'est un bon placement. Hein. Ouais, bien sûr. De toute façon, ça va reprendre tôt ou tard. Là, ils viennent de terminer le tram, etc. Ouais. C'est ça qui nous a fait. C'est ça qui a fait plonger en fait Liège. Parce que ça a duré, je sais pas, combien, 7-8 ans, je crois, un truc comme ça. Ça devait se terminer en 2-3 ans, il me semble. Ça a tué plein d'amis à moi que je connais qui avaient des commerces, quoi. Parce que moi, j'ai plus jamais été en ville depuis je sais pas combien de temps, tellement c'était injouable. Vous, encore ici, vous avez l'habitude. Pire, quoi. Ouais, vous, je crois que vous avez l'habitude ici, c'est une grande ville et je pense que vous vivez dans les embouteillages. Mais moi, tu me mets 2 rues d'embouteillage, je fais marche arrière. Là, j'ai fait l'effort pour vous. J'étais derrière. De faire tous les. Coller derrière, comme ça. Ouais, je voulais plus revenir en arrière. Je t'ai vu derrière, je me suis dit, il y a un mec balèze derrière. Je peux plus faire marche arrière. Mais du coup, immeuble commercial, par exemple. Donc, nous, au niveau de l'agence, on vend tout. J'ai vendu des pénés, j'ai vendu une tiny house aussi. Tu vois, c'est quoi une tiny house? Ouais, ma soeur en a une. J'en ai déjà vendu une. Après, ça, c'est pas du tout une vente immobilière au final, c'est du matériel. Mais franchement, on a vendu tout, des sociétés, ce que tu veux. Par contre, moi, j'ai jamais acheté de commerce. Parce qu'en tout cas, dans ma région, la valeur fluctue trop en fonction de si l'activité est bonne ou pas. Tu vois? Par exemple, à Liège, il y a des gens qui ont acheté des bâtiments très chers dans le centre-ville et qui actuellement n'arrivent pas à les revendre. Même à la moitié de leur prix, quoi. Je pense que la tendance va changer. Oui, voilà, c'est ça. Mais par exemple, changer. par rapport à une maison ou un appartement, t'as pas ça. Non. La demande est beaucoup plus grande. Toujours, vous demande. Et puis la stratégie est différente. Avec un commerce, tu peux mettre un pas de porte. Si tu détiens le fonds de commerce, tu peux revendre le fonds de commerce à chaque fois. Bien sûr. Donc, je pense que ça va changer parce que actuellement, le marché, en tout cas en Belgique, n'est pas encore fort axé sur le commerce. Ok, il y en a quelques-uns à Bruxelles. Mais quand tu regardes par exemple la France, c'est déjà inculqué d'un mec qui a des murs commerciaux. C'est patate. Voilà. Ah, c'est vrai. Mais pas à Liège. En tout cas, ici à Bec, je ne sais pas. Mais à Bruxelles, à Liège, pardon. Je te dis, des fois, on a des raies commerciaux et ils se vendent à un prix qui est pas fou, quoi. Il n'y a pas de demande, en tout cas. Donc, c'est vrai que si tu as beaucoup d'argent à placer, c'est bien de le placer parce que, comme toujours, c'est qu'à un moment donné, ça va reprendre. C'est comme à Verviers, par exemple. Verviers, très belle ville, Verviers, mais actuellement, qui est vraiment dans le déclin. Il y a plein d'affaires à faire, quoi. Mais c'est une ville qui est top. Je sais pas si vous connaissez un peu Verviers. Et ça va reprendre, c'est sûr que ça va reprendre très, très bien à un moment donné. Et quand ça va reprendre, ça va reprendre, quoi. Et comme on disait, le problème, c'est que ton argent dort et du coup, tu peux pas le faire travailler entre-temps, quoi. C'est pour ça qu'en général, quand tu fais ces placements-là, comme ceux qui achètent à Dubaï, etc., ça, c'est quand tu diversifies déjà. Oui, complètement. Tu vois, qui est déjà énorme. Et là, tu mets juste ton argent. Parce que c'est comme si moi, je mettais 20 € quoi, sur un truc, quoi. On s'en fout, quoi. Tu vois. Ouais. Tu dois pas compter là-dessus pour payer tes factures. Ouais, complètement. Voilà. Tu l'oublies, le bazar. Tu tentes, en fait. On a des questions, hein? Ah ouais, vous avez J'espère que t'as préparé. Non, c'est des petits jeux qu'on fait justement avec les invités. Ok, trop bien. Je les ai si tu veux. La première, c'est si on te donne 100 000 €, sur quel marché tu investis et c'est quoi ta stratégie? On connaît déjà le marché visiblement. Ouais. 100 000 €, si j'ai 100 000 €, Je te file 100 000. je vais à la banque. Je vois avec ça combien je peux avoir, quoi. Ok. Pour faire fluctuer. Donc il y en a beaucoup qui feraient l'erreur d'aller mettre tout dans un projet en se disant. Cash, ouais. Alors qu'en fait, il faut utiliser la banque à ce moment-là, pour ceux qui n'ont pas des croyances limitantes forcément par rapport à ça, de demander le maximum. En général, avec 100 000, il faut monter à combien? Ça dépend de plein de schémas, mais en général, 300 000 - 400 000 €, tu peux les avoir, quoi. Et puis avec ça, j'achète une multitude de maisons à retaper, le plus possible. Avec full travaux. Ok. Ouais. C'est ce que je ferais avec 100 000 en tout cas. Il n'y a pas de bonne mauvaise réponse. Ah non, ouais. Mais je pense que c'est bien. Je pense que c'est quand même une bonne réponse. Après, ça en met peut-être là tout de suite, je change de voiture. Mais... Non, mais pour celui qui démarre, ouais, c'est intéressant. T'as 100 000 en cash déjà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai qu'il y en a qui auraient tendance à mettre tout en cash directement sans se rendre compte que t'as l'effet de levier de la banque où tu peux aller chercher. Oui, tu peux aller chercher les 65% qui te restent, donc monter à 300 000. Et puis après, comme tu dis, avec travaux, t'as la plus-value qui dort derrière. En plus, ils s'autofinancent si tu le fais louer et tout. Donc, Après, à réflexion, maintenant que j'ai réfléchi avec l'expérience et tout, c'est vrai que si j'ai 300 000 - 400 000, je verrais quand même si je ne peux pas acheter un immeuble que je diviserais pour le revendre séparément, peut-être. Ok. Ouais, je ferais peut-être ça. J'ai un peu les deux idées. Parce qu'il est vrai que quand tu achètes plusieurs maisons à retaper, il y a toute une gestion derrière, de gestion de chantier, et tout ce qui s'ensuit. Si on me les donne et que je vais aller dans un truc assez simple, c'est vrai que j'achèterai un immeuble que je peux diviser et je vends séparément et je reprends vite mon argent. C'est vrai que non, je ferais plutôt ça. Ok, on tient compte que de la première. Et du coup, permis d'urbanisme déjà dedans ou alors tu ferais carrément la demande? Non, c'est la guerre. Il faut absolument essayer d'éviter ça au maximum, quoi. Pas de permis, tout ça. C'est en tout cas, pas pour les premiers, bien sûr. Ouais, ou alors avoir l'expérience. Les premiers, jamais. Surtout pas tomber pour un premier achat dans un truc avec permis et tout. C'est pour t'arracher les cheveux et te dégoûter d'investissement immobilier. Tant la commune n'est pas logique. Et puis le délai aussi. Et les délais. Et puis après, tu te retrouves... C'est horrible. Ils n'ont pas cet esprit. T'as beau faire, moi par exemple à Sorel, je fais des trucs, ils sont magnifiques. Des immeubles sont magnifiques, des maisons elles sont magnifiques, et on m'emmerde. Alors que
Voilà, il y a beaucoup de maisons à Sera, c'est quasiment tout en infraction urbanistique, qui ressemble à rien. Et, voilà. Et moi, je fais des trucs super et on m'emmerde parce que, je sais pas moi, je sais même pas, mais où ils refusent, tout simplement, parce que, en face, t'as des fonctionnaires qui, parfois, ne veulent pas forcément voir un projet naître et aussi qui se disent, là, devant moi, il va gagner peut-être un peu d'argent, quoi. Ouais. Oui, je gagne de l'argent, mais en même temps, j'apporte quelque chose à la ville aussi. De toute façon, il faut recycler le parc, hein, du coup. Il faut recycler le parc. Il faut laisser faire aussi. Et c'est toujours compliqué. Par exemple, j'ai eu mon permis, j'avais donc un immeuble, j'avais acheté justement une ancienne fiduciaire, j'avais acheté un gros immeuble, une maison de maître, il y avait 3 étages, un parking à l'arrière de 9, donc il y avait un permis accepté pour 9 parkings, enfin 9 voitures, un parking de 9 voitures à l'arrière du bâtiment. Je l'achète pour faire les nouveaux bureaux de SkyImmo, puis finalement, je me dis pareil, je rentre dedans, on dirait que c'est un huissier de justice, donc je dis non, on va pas s'installer là et tout, ça craint. Je fais une demande de permis, le truc magnifique, il y a des plateaux de 120 mètres carrés, j'avais déjà un permis pour 9 emplacements de parking à l'arrière, donc 3 appartements fois 2 emplacements, ça fait 6 emplacements, je les avais, je fais tout nickel. Le permis est parfait. Parfait, des 2 chambres, terrasse, tout le tralala, vraiment nickel. Je dépose, refus catégorique. 1 fois, 2 fois. Alors que tout était parfait. J'ai fait un recours à la région Wallonne. Il est passé comme ça. Il n'y avait aucun frein. Aucun frein, ok, on accepte. Mais il m'a fallu 2 ans. Ouais, parce que tu as introduit la première fois, puis tu sais, ils te font tourner en rond, puis 6 mois, puis tu vois que tu as un refus. Au début, tu te dis, mais pourquoi? Et puis tu refais le permis 1 fois, refus. Là, tu as déjà perdu 1 an et demi. Sauf que moi, dans mon calcul, je devais revendre les 3 appartements, récupérer mes 3/5 de frais de notaire sur les 60 000 € que j'avais mis, et ils m'ont fait perdre au moins 100 000 € en tout, avec le straight loan, c'était crevé d'argent, quoi. Et c'est pour ça que ça peut vite dégoûter. Donc les premiers, c'est préférable de faire juste des maisons. Le plus simple, c'est des maisons, en fait. Maison unifamiliale. T'achètes, tu rénoves, ça dégage. Le problème, comme tu dis avec l'urbanisme, c'est que ça dépend de personnes, il y a le côté humain. Donc, même si ton dossier il est clean, il suffit de tomber sur la mauvaise personne. Qui est mal luné ces jours-là, ou qui n'aime pas ta tête, ou qui comprend pas, ou peu importe quoi. Ouais, ou qui n'a pas envie, que a mal regardé ton truc. Parce que d'ailleurs, en parenthèse, le permis. J'avais le permis pour 9 emplacements de parking à l'arrière. Et puis quand je leur dis, je refais le permis, moi je n'en mets que 6, parce qu'il me fallait du jardin, il me fallait un peu plus de jardin. Je fais le permis pour 6, je fais un permis pour 6 à l'arrière. Ils me refusent parce qu'ils ne veulent pas les emplacements de parking à l'arrière. Et moi, ça, c'était le Graal. Hein. Je suis allé, j'ai pris rendez-vous avec eux et je les laisse parler. Il y avait 2 choses. Il y avait ça et il y avait les balcons. Les balcons étaient faits, tu vois, en structure métallique. Et il faut savoir que ce bâtiment-là, à gauche, tout ce qui est là, ça appartient à la commune, justement. Et c'est des appartements neufs. Avec exactement le même balcon que moi, je veux faire. J'arrive devant le gars et tout. Je lui montre et tout. Il me dit, ouais, non, les emplacements de parking à l'arrière, on veut pas. On veut pas en arrière-rue. On veut, parce que sinon, les jardins des autres sont là. Donc, si tu sais pas les mettre à l'avant, ça c'est refusé. Et puis, il me dit, franchement, les balcons, il me dit comme ça, je vous jure, mot pour mot, il me dit, les balcons, c'est vraiment laid. Et je le regarde, je dis, bah ouais, c'est vraiment laid, ouais. Puis, je prends mon téléphone. Je savais qu'il allait me dire ça parce que j'avais eu les notifications de refus. Et puis, je dis ceux-là, c'est ceux de la commune qu'ils ont fait avec exactement les mêmes balcons. Et je lui montre la photo que j'avais fait. Et là, forcément, la tête, elle a changé, quoi. Et puis la bourgmestre, par contre, avec qui je m'entends très bien, qui fait un très très bon travail. Voilà, elle m'a aiguillé sur certaines choses, elle m'a dit de faire le recours et là c'est passé, quoi. Mais comme quoi, des fois, il suffit qu'il y ait une personne de l'autre côté de la table qui ne veut pas aller dans ton sens et ton permis qui est parfait ne passe pas. Et à l'inverse, faut pas lâcher. Hein. Et à l'inverse, par contre, faut pas lâcher, ouais, ça faut pas lâcher. Si tu sais que ton projet est parfaitement cohérent avec le code d'été, il faut y aller, faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Moi, j'ai déjà eu des amis, des investisseurs qui ont réussi à sortir quelque chose qui était totalement refusé. Bon, ils sont passés avec des avocats et tout à certains moments parce que c'était déconné, mais ils l'ont eu. Ok, t'es prêt? Réponse binaire, donc l'un ou l'autre, ou aucun ou les deux, ça dépend un petit peu de ta créativité. Alors, crédit à taux fixe ou à taux variable? Fixe. Achat cash ou financement à 100%? Financement. Crédit le plus court ou le plus long? Le plus long. Achat ou location? Achat-vente ou location? Location. Immobilier neuf ou ancien? Ancien. Achat avec ou sans travaux? Avec. Toujours. Maison individuelle ou immeuble de rapport? Individuel. Investissement court terme ou long terme? Long terme. Investir en ville ou à la campagne? Ville. Achat-location ou achat-revente? Il était là, ouais. Achat-location. Résidence principale ou investissement locatif? Locatif. Immobilier en Belgique ou à l'étranger? Belgique. Investir en privé ou en société? Privé. Investissement résidentiel ou commercial? Résidentiel. Investir dans des petites surfaces ou des grandes surfaces? Petite surface. Investir dans une zone en développement ou une zone déjà stable? Stable. Investir dans des biens avec ou sans permis d'urbanisme? Avec. Location saisonnière ou location long terme? Long terme. Co-living ou colocation? Coloc. Colocation ou location classique? Classique. Colocation ou Airbnb? Coloc. Airbnb ou location classique? Classique. Studio ou grand appartement? Studio. Et dernier, appartement ou maison? Maison. Maison. Ouais. Ok. Maison.
Ah, t'as bien réussi. T'as qu'il y a le score qui sort là, c'est bon, tu peux sortir, t'as gagné. Oh ouais, maison en parenthèse, parce que les appartements, en fait, le problème des appartements, c'est la copropriété. Maintenant, si c'est un immeuble où t'es propriétaire des 3 appartements, ça va, mais quand c'est des grosses copropriétés, le problème, c'est que c'est les charges de copro, en fait. Ouais. Que tu vas payer dans le vide, concrètement, et en plus de ça, à un moment donné, si t'as un vide locatif, et en plus de ça, c'est vraiment chiant d'être. Et en plus de ça, en fonction des votes, si t'as pas le cash pour les rénovations et que ça passe, tu dois y passer, quoi. Ouais, Donc, c'est ça. Je trouve que les maisons, c'est beaucoup plus. Là, c'est clair, quoi. Il faut pas se compliquer la vie. Il n'y a pas de surprise en soi. Et par contre, là, il y a une valeur qui grandit plus vite dans les maisons que dans les appartements aussi. Il faut le savoir. Parce que si ton appartement est dépendant de si la copropriété se fait vieille, Oui. qu'elle n'est pas renouvelée, même si ton Ouais. appartement est bien, il est dans un vieil immeuble où les gens vont se dire d'ici peu, il va y avoir des gros frais à faire. Et donc, ils vont devoir remettre dans le fonds de réserve l'argent. Et ça peut influer négativement sur ton prix de vente. Une maison, c'est une maison. ton bien se dévalue C'est une complètement. maison, quoi. Il y a plus de gens. Donc, si tu prends le triangle du marché, il y a plus de gens qui cherchent des maisons que des appartements. Et donc, il faut toujours dans l'investissement jouer sur la masse, quoi. Ouais. Tu fais de l'immobilier, pas de luxe. L'immobilier classique, Ouais. il faut aller dans la masse. Il faut faire ce que les gens aiment parce que toi tu aimes, mais parce que voilà, ce qui ressort plus des statistiques, c'est des maisons que des appartements. On le voit par exemple, Serein, évidemment, la population est moins dense que par exemple Bruxelles, donc évidemment, tu as encore beaucoup plus de maisons. Oui. Que là, évidemment, maintenant, on détruit des maisons pour construire des immeubles. Et, donc, oui, évidemment, là, Ouais, la moi, je parle stratégie est pour Liège, différente, c'est vrai oui, que, bien sûr. Moi, je parle pour Liège. Bruxelles, je ne sais pas. En tout cas, à Liège, c'est clairement que des maisons. Hein. Il y a beaucoup plus de. Il n'y a que ça. Il y a des beaux projets aussi, hein, quand on voit à Ougré. Ah ouais, au gré. Ah ouais. ouais. Ouais, là, c'est terrible. Hein. C'est terrible. Et là, c'est vraiment. Moi, j'ai tout connu là. Bah, c'était vraiment Gotham City. Là, c'était vraiment. Et que là, maintenant, par contre, ça va devenir. Bah, ils sont en train de faire des cotes. Ouais. Ils ont fait, je crois, 500 ou 600 cotes là, pour les étudiants. Donc, ils vont refaire la passerelle. Là, j'ai vu qu'ils ont fait le parking. Là où toi, tu as acheté tout autour, ils ont tout refait propre. Tu vois. Ça va devenir terrible. Hein. Ils ont fait tout le boulevard. Donc, ça suit, quoi. Ils ont fait le gastronomia aussi à Serres. Je sais pas si t'avais vu. Là, c'est Thomas gare Piron aussi qui s'en qui a été- occupe. Ouais. La gare. Ouais, franchement, ça avance. Hein. Bah, c'est une ville qui est. Serres, c'est une des plus grandes villes de Liège. Donc, ça y est, maintenant, ils s'activent. Et puis surtout que la bourgmestre, franchement, elle est terrible. Quoi. Avant, les anciens bourgmestres, le problème, c'est que l'argent, je crois qu'ils avaient plus dans leur poche que les travaux. Mais elle, par contre, crédibilité, Non, ça c'est pour bouge. ça. Quoi. Ils ont supprimé les 2 tours, là. Mhm. C'était horrible. C'était 2 tours qui étaient abandonnées, 30 étages, je crois. Chacune, c'était trop laid. Ils vont faire les postes de police et tout là-bas pour sécuriser un peu mieux cet endroit-là, cette zone-là plutôt. Donc c'est bien, quoi. C'est une ville qui va devenir terrible. Ouais, j'y crois. Ouais, moi aussi. Le petit conseil, si quelqu'un veut ouvrir un restaurant, Ouais. il n'y en a pas. Il n'y en a pas et il y a trop de monde. Et au final, quand on est là, on ne sait pas où aller manger. Enfin, on va en ville, quoi. À Serres, alors qu'il y a 77 000 habitants, c'est toujours les 2-3 qui cartonnent, un snack, un petit resto italien, etc. Ils cartonnent parce qu'il n'y a que. T'as Otakos qui est venu là maintenant. Hein. Ouais, il y a le tacos, ouais. Otakos Ouais, qui est sur le... rentré. T'as pas ce raisin, toi Hein Encore. Encore. Ouais, tu connais bien le. Ouais, il y a le tacos qui est venu là, et voilà quoi. Mais c'est vrai que moi, je me serais toujours dit, un petit resto là-bas, Pour ceux qui écoutent et qui veulent. moi, je vais voir une ouverture prochaine. Pendant à 30, mais ça serait trop passé. Si tu as quelqu'un à conseiller pour prendre ta place, quelqu'un que tu connais justement, que tu verrais, investisseur, entrepreneur. Qui viendrait ici, quoi. Moi, je connais très bien, c'est de très bons amis à moi, les patrons de Alfiero. Je sais pas si vous avez déjà vu les tiramisu. Ouais. Alfiero, il y en a partout. Mhm. Ils ont leur siège social aussi à Sora. Ok. On a vécu ensemble, on a grandi ensemble depuis qu'on est tout petit. Et eux aussi, ils ont explosé. Ils sont partout dans le monde maintenant, leur tiramisu. Et c'est 2 Turcs, c'est 2 frères turcs qui seraient très très bons ici à cette table. Ok, intéressant. On prend. Bonne note. Ouais. Ils sont le grand frère surtout, déjà dedans depuis beaucoup plus d'années que moi. Et il excelle vraiment dans l'entrepreneuriat. Donc lui, je pense que c'est quelqu'un qui aura encore plus d'éléments à donner propres à l'entrepreneuriat. Et qui réfléchit aussi comme personne d'autre. C'est un peu un gars qui est dans son monde. Il n'est pas très, je vais pas dire sociable, mais il est vraiment dans son monde, quoi. Et du coup, ces gens-là qui sont souvent dans leur monde et qui ont fait des choses assez grandes comme lui, il est en train de le faire, ont beaucoup de choses à... Donc lui, de chez Alfiero, Serrat et Ferrat. Ok, ça va. Serrat et Serdar, pardon. Non. C'est aussi un des frères, mais il n'est pas dedans. Ok. Donc Serdar et Serrat qui sont très bons, que je vous conseille de faire venir ici. Avec plaisir. Merci en tout cas. Avec plaisir. Merci. T'as d'autres questions? Non, mais merci surtout d'être venu. Ouais, un grand merci à toi. Avec Très plaisir. intéressant. Voilà, j'espère que ça aura donné quelque chose de bien. Et pour tous ceux qui justement qui regardent ou qui écoutent, si vous cherchez des biens justement dans la région de Liège, vous verrez Skyimo à 2 mètres de haut. Exactement. Surtout si vous voulez vendre, c'est chez moi. C'est ça. Il faut venir. Non, mais en tout cas, un tout grand merci pour ton temps et au plaisir. Et puis bonne continuation. Et puis à l'occasion, tu nous montreras justement l'évolution de Skyimo. Avec plaisir. On va suivre ça de près. On se revoit dans un an, même endroit et Avec plaisir. dans des évolutions. Merci en Avec tout cas. plaisir. Merci à toi.